Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 16 mai. Exceptionnellement lundi, oui, parce que la première ronde des playoffs de NHL s'est terminée hier. On va en dresser le bilan. On va également parler aujourd'hui avec vous des différents affrontements de quart de finale. Également, on va parler repêchage. À la draft, on connaît maintenant l'identité de l'équipe qui repêchera en tout premier. Et également, on va parler un peu d'un coach qui s'est fait congédier malgré une solide feuille de route et une très bonne réputation à travers la NHL. On vous invite évidemment à nous poser vos questions dans le chat. Il y a déjà Anthony qui nous salue et qui nous dit que le Colorado est trop fort cette année. On va en parler évidemment de l'Avalanche du Colorado. Et je vous rappelle que cette émission sera disponible sur nos différentes plateformes dès demain. Je ne serai pas seul ce soir. On va accueillir notre invité en direct du Québec, c'est Stéphane Rochette. Salut Steph! Salut Joe, salut à tout le monde. Merci d'être là avec nous. Steph, c'est lundi matin au Québec. Oui, c'est ça. Toi, t'es lundi matin et t'as la chance, toi, au moins, de vivre les playoffs à une heure normale parce que nous, on la vit évidemment en plein milieu de la nuit. Donc, souvent, moi, je regarde les rediffusions le lendemain parce que, bon, on a des tâches qui nous empêchent parfois de passer la nuit debout. Mais toi, au moins, tu peux vivre le hockey à la bonne heure, on va se le dire, heure nord-américaine. Ouais. Et t'as été gâté parce qu'il y a des solides séries qui se sont terminées. Là, on a été choyés en première ronde. 5 séries qui sont allées en 7 matchs. C'est incroyable. Hein? Puis on a eu, écoute, moi, je peux dire que ça fait une dizaine de jours que je suis au Québec. Je te dirais que je n'ai pas regardé tous les matchs pendant 60 minutes, mais j'ai regardé des longs bouts de matchs, j'ai zappé, etc. Je pense que en 10 jours, entre la NHL, le hockey junior et puis là, le championnat du monde qui commence durant la journée ici, franchement, je me suis tapé une trentaine de matchs. Je pensais être over-hockey dans ma tête quand la saison a fini. Quand ça finit en Suisse, on a toujours l'impression d'avoir un trop plein de hockey et de parler d'autres choses. Mais je peux te dire que je suis plus que jamais dans le hockey. Toutes mes soirées sont ici, c'est parce qu'il y a des matchs aussi dans l'Ouest. Donc, il y a toujours 2 matchs en début de soirée, puis en fin de soirée, puis entre le hockey junior et tout ça. Mais on a eu des séries. J'en parlais hier justement avec des gens au centre Vidéotron. On a des séries incroyables. L'intensité dans ces playoffs de NHL, Joe, ces gars-là, c'est des malades, quoi. En saison régulière, ça joue assez dur, il y a de l'intensité, mais en playoff, les gars, ils ralentissent pas, ils se donnent des mises en échec, des coups. Il y a une intensité. C'est des fous dangereux. Et l'intensité que j'ai vue dans ces matchs-là, je me dis, te promener sur une patinoire de NHL en playoff, là, c'est dangereux. Et dès la première ronde, c'est surprenant à quel point il y a une différence entre toute la saison et dès le premier match de la première ronde. L'intensité monte en flèche. Tu en as parlé, 5/7e match dans ce premier tour des playoffs. C'est la deuxième fois seulement de l'histoire que ça arrive. En 92, il y avait eu 6 matchs numéro 7 sur les 8 séries qui avaient été disputées. 5 cette année, sinon les autres records, là, c'était 4 en 2011, en 95 et en 94. En tant qu'amateur de hockey, on ne peut que se réjouir de vivre des matchs numéro 7, la qualité des matchs qu'on a eu. Plusieurs matchs d'ailleurs se sont terminés en prolongation. Et Steph, le début des séries m'a un peu surpris par les scores qu'on avait, les résultats des matchs. Il y a eu beaucoup de matchs à sens unique, il y a eu beaucoup de matchs à haut score, mais plus les séries avançaient, plus j'ai l'impression qu'on resserrait la défense, plus les matchs étaient serrés, on voyait des matchs se terminer en prolongation. Oui, tout à fait. On dirait qu'en début de série, il y avait de l'intensité, mais c'était un peu du freestyle, un petit peu. Hein? Il y a eu, comme tu dis, des scores assez étonnants. Puis une équipe gagnait un gros score, puis 2 jours après, c'était à l'inverse. Et après, là, on a vu vraiment du hockey de playoff, notamment dans la série Calgary-Dallas, qui s'est terminée hier soir là, au bout du suspense avec un but de Johnny Gaudreau. J'ai regardé ça. Wow, il ne s'est pas marqué beaucoup de buts dans cette série, mais on a eu un duel de gardiens entre 2 géants, là, deux gars de 2 mètres quasiment, Markstrom et puis Ottinger, qui dit ici Ottinger, qu'on prononcerait en Suisse. Lui, j'ai découvert ce gardien des Stars de Dallas. Là. Sacré gardien de but. Hein. On va négocier, il tombe agent libre avec restriction à la fin de la saison. J'ai hâte de voir le contrat qu'il va signer parce que c'est un sacré gardien de but. C'est un gars que j'ai découvert parce que Dallas, c'est pas une équipe qu'on suit forcément. Hein. Donc, c'est des équipes qui sont moins médiatisées, moins sur notamment nous aussi sur MySports. C'est pas des équipes qu'on voit souvent. Mais j'ai découvert ce gardien de Dallas. Là, impressionnant. Le gardien, 2 mètres, prend de la place. Il était en larmes à la fin du match, là, parce qu'il a accordé ce dernier but. Mais on a découvert beaucoup de joueurs. Dans les playoffs, c'est l'occasion de regarder des équipes qu'on ne voit pas souvent, puis on découvre aussi des joueurs.
Ben, écoute, tu viens de nous mettre la table pour la première série dont on va parler. On va commencer par l'Ouest. On a commencé par l'Est pour la première ronde. Là, on va commencer par l'Ouest et par cette série. Calgary-Dallas. Donc, Calgary qui s'est qualifié hier soir. Ça a été la toute dernière série à se terminer. But de Johnny Gaudreau, tu l'as dit. Tu as parlé de Jake Oettinger. Il a été sensationnel. Sans lui, j'ai l'impression que la série se serait terminée beaucoup plus rapidement. Même si c'était très serré, là, il a contenu quand même l'une des bonnes attaques de la Ligue. Et tu as parlé du match d'hier, 67 tirs sur Oettinger. Jacob Markstrom devant la cage des Flames, 28 tirs seulement qu'il a reçus. Ça se termine 3-2 en prolongation. Le commentateur de TVA Sport qui commentait ce match hier soir, il disait à 10 minutes de la fin, les tentatives de shoot, le fameux Corsi, là, toutes les tentatives des shoots cadrés, non cadrés, bloqués, dirigés vers la cage de Dallas, à 10 minutes de la fin, c'est 100. Il était rendu à 100. Imagine le Corsi. Donc, la meilleure équipe, honnêtement, Dallas a réussi à contenir Calgary. Mais moi, je suis content pour Calgary parce que c'était la meilleure équipe. C'était la meilleure des deux équipes. Ils ont connu une saison superbe. J'étais content que ça se termine comme ça. Pas que j'aime pas Dallas, mais je pense que Calgary méritait plus dans l'ensemble de la saison et de la série. Dallas a fait ce qu'ils ont pu. Ils ont poussé à la limite. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Et là, on aura un duel. On va en parler après. Hein? La rivalité de l'Alberta. Ah, ça va être une très bonne série à suivre. Incroyable. On verra si Zach Cassian va être aussi fringant qu'il l'a été contre Los Angeles quand il va jouer contre Milan Lucic. J'ai hâte de voir ça. Ça va brasser sec. Hein? Et pour revenir à cette série, Johnny Gaudreau a été encore une fois étincelant, a distribué des passes incroyables. Kachuk a marqué un beau but hier soir. Son premier des playoffs. Il était critiqué. Hein. On disait qu'il n'en donnait pas assez avec il a connu une saison de 100 points, Kachuk. Et puis dans les playoffs, offensivement, c'était pas vraiment ça. Bon, à part Gaudreau, il n'y a pas grand monde qui a vraiment performé. Même Magnapin. Hein. Magnapin, on a commencé les clichés nord-américains, Magnapin, on l'a commencé à dire « Ouais, c'est un gars de saison régulière parce qu'il n'est pas très costaud, c'est un 5,10, 5,11, puis à peine 1,80 m. Et puis, on a commencé à le traiter de joueur de beau temps, à dire « Ah, mais tu vois, quand la vraie saison commence, c'est plus compliqué, Magnapin, on ne le voit plus. » Mais il a été pas si mal en fin de série quand même. Mais dans l'ensemble, les joueurs offensifs, à part Gaudreau, n'ont pas été étincelants du côté de Calgary parce qu'on s'est buté un excellent gardien. Moi, j'ai aimé aussi la stratégie des Stars. Tu as raison de dire que, bon, on se réjouit que les Flames soient passés parce qu'au final, on veut voir les meilleures équipes en deuxième ronde et dans le carré d'as. Et c'est la meilleure équipe qui a gagné. Mais j'ai aimé quand même comment les Stars sont rentrés dans cette série. Ouais. Défensivement, ils ont bien joué, mais ils ont joué très physique aussi tout au long de la série. Ils ont voulu frapper les joueurs des Flames. C'était une bonne tactique pour eux d'utiliser un peu le gabarit des Stars parce qu'ils ont quand même des gros joueurs. Et pour revenir à Oettinger, là, il termine la série avec une moyenne de 1,81 pourcentage d'arrêt à 95,4. C'est assez impressionnant. Oui, c'est ça. J'ai regardé son pedigree. C'est l'occasion, comme on dit, de découvrir des joueurs. Puis tout à coup, tu vas fouiller dans ce gars-là. Le gars a été repêché fin de première ronde, début deuxième, sauf erreur. Un peu comme Markstrom, c'est deux gars qui ont été repêchés assez tôt. Pour des gardiens, c'est tôt quand tu sors fin de première ronde. Et il a connu des saisons superbes jusqu'à maintenant. Et ils en parlaient justement en après-match hier sur TVA Sport. C'est Chouinard qui était consultant principal de TVA Sport hier. C'est un ancien gardien. Et il s'est dit très, très impressionné par ce Oettinger, qui n'est pas très vieux, donc qui est à l'aube d'une superbe carrière, pour être un gardien dominant dont on va entendre parler pendant plusieurs années. Il y a Anthony dans le chat qui nous propose une transaction. Il dit un échange Oettinger, Klingberg et un choix de repêchage contre Leon Draisaitl. Moi, je trouve que c'est pas assez pour Draisaitl. Moi, je pense que les Oilers pourraient demander au moins Ice Cannon, le gros défenseur, et Oettinger pour un Draisaitl. Mais écoute, on est dans les rumeurs, on est dans les idées, mais je déteste quand même pas faire... mais après, à voir si les Stars veulent vraiment donner leur premier défenseur, leur premier gardien et un choix de repêchage. C'est ça, c'est beaucoup. Ice Cannon est un très bon défenseur. Encore, hein? Ouais. C'est un tout jeune défenseur. Il y en a pour 7-8 bonnes années. Il n'est pas encore dans ses meilleures années. Il a été bon d'ailleurs dans cette série. Hein. Il a frappé le poteau hier
Il a marqué également dans cette série, très mobile. Mais défenseur format géant avec un bon, très fluide sur la patinoire, ça, on commence à en voir de plus en plus. Habituellement, avant, là, les gros défenseurs, les grands défenseurs qu'on voyait étaient un peu plus lents, un peu moins habiles niveau patinage. Mais maintenant, quand tu vois des gars comme justement Iskanen, très, très mobile, très rapide aussi. Justin Barron également, c'est lui qui a été acquis par le Canadien. On parle beaucoup de son aisance de patin. Ça aide beaucoup les défenseurs mobiles qui ont la cote en NHL. Justin Barron ressemble beaucoup à Andrea Glauser. Je le regarde patiner. Là. J'avais des doutes sur le patinage de Glauser au début de l'année, petite parenthèse, et en fin d'année, il m'a assez convaincu. Mais je trouve qu'il ressemble beaucoup, Justin Barron, dans sa position, dans sa façon de patiner à Andrea Glauser. C'est un copier-coller. Les Flames qui vont affronter les Oilers d'Edmonton, ce sera la bataille de l'Alberta. Province canadienne, évidemment, deux villes qui sont très près l'une de l'autre. Et en saison régulière, c'est toujours des matchs très intenses. C'est une belle rivalité entre ces deux équipes. C'est la première fois depuis 1991 qu'on va s'affronter en série entre ces deux équipes. Et là, on aura le meilleur gardien jusqu'ici des playoffs contre le meilleur pointeur des playoffs qui est Connor McDavid. Ce sera un affrontement assez intéressant, mais Steph, moi, les Oilers ne m'ont pas convaincu par leur inconstance. Tu as parlé des équipes qui remportaient un match à haut score et le lendemain se faisaient laver littéralement. Ben, ça a été le cas pour les Oilers. Et là, Mike Smith a été correct, chancelant certains soirs, solide d'autres, à l'image de son équipe. Oui, effectivement. Les Oilers, c'est comme ça. C'est une équipe all-offense basée sur deux excellents joueurs où après, on essaie de patcher les trous, comme on dit. Et Smith, dans la cage d'Edmonton, il ne fait pas l'unanimité, je peux dire, en Amérique. Les médias sont durs avec lui. À la veille du 7e match, on a dit « Espérons que Mike Smith ne perdra pas le match pour les Oilers. » On n'a pas dit « Mike Smith peut voler un match pour les Oilers ». Comme quand on parle des gardiens, des bons gardiens, on a dit « En espérant qu'il ne les fera pas perdre. » Vous vous rendez compte? C'est quand même un gardien vétéran qui mérite, je pense, un peu plus de respect que ça. Mais et il remporte le match par jeu blanc. Oui, exactement. Donc, il a fait fermer la trappe, comme on dit, ou la boîte à pas mal de gens. Mais c'est vrai que Mike Smith, les gens sont très durs avec les Oilers. Personne n'y croyait. Comme les Maple Leafs de Toronto, d'ailleurs. On en parlera. Ça, c'est le drame national à Toronto. Les drapeaux sont en berne à Toronto. C'est fou. Ce matin, les pages sont pleines de commentaires. C'est assez rigolo. Et Edmonton, ben voilà. Est-ce que tu peux aller loin avec deux superstars devant? Donc, une très grande superstar et le reste correct, puis le gardien correct, moi, je pense pas. Je pense que Calgary sera la meilleure équipe durant cette série-là. Zach Cashin a été dur à cuire. Le power forward d'Edmonton a été omniprésent contre les Kings, a distribué des grosses mises en échec parce que les Kings, c'est une équipe assez jeune. Hein? Il manquait Drew Doughty, il manquait des gros morceaux quand même. Et il a tenté un peu de jouer son rôle physique, mais je ne suis pas sûr que contre Calgary, ça va fonctionner la même chose avec en face des gars comme Tkachuk. On avait Brandon Lemieux du côté de Los Angeles. Aussi. Mais il y a Lucic du côté de Calgary. Lucic, Kassian, ça va certainement faire des flamèches. Hein. Il n'y a pas beaucoup de bagarres en play-off. Hein? Il n'y en a pratiquement pas, mais dans des fins de match où c'est joué, etc., je pense que là, il y aura peut-être des... Ça va déborder. Il ne faut pas oublier que Kassian et Matthew Tkachuk ont un historique. Les deux joueurs qui s'étaient déjà battus. Il y avait eu une mise en échec très solide donnée par Kassian, je crois, et ça s'était fini avec les coups. Par contre, Tkachuk va devoir rester Matthew Tkachuk et pas tomber dans le jeu de Zach Kassian. Ça, ce sera très important parce qu'au change, si Tkachuk se retrouve 5 minutes au banc des pénalités et que de l'autre côté, c'est Kassian, c'est les Flames qui vont en souffrir le plus et pas les Oilers. Ah oui, c'est sûr. Zach Kassian, lui, c'est pas une perte. Là. C'est un gars de 3e, 4e bloc s'il n'est pas dans l'alignement. Si lui réussit à entraîner des bons joueurs de l'autre côté dans le banc de pénalité, ben, ça va être gagnant. Je pense que Sutter, le coach de Calgary, a beaucoup d'expérience. Il va parler avec Tkachuk. Tu vas rester dans ton match. Par contre, Sutter, quand je dis que c'est de l'expérience, mais c'est un gars de la vieille école. À la fin du match 6 à Dallas, le match était joué, il restait moins d'1 minute à jouer. Il a envoyé tous ses durs à cuire sur la glace, Lucic, etc., de Calgary pour aller
déranger. Et puis le coach de Dallas a envoyé ses joueurs européens, ses joueurs de finesse, ces gars qui n'avaient pas envoyé ses bagarreurs sur la glace. Et puis il y a des gars qui se sont fait empoigner par Lucic et compagnie, par le grand russe et tout ça. Donc ça, c'est la vieille école là, de mettre la table pour le prochain match en déclenchant des bagarres. Là. Et ça a été beaucoup critiqué en Amérique du Nord. On dit, ben là, il envoie ses durs à cuire contre les jeunes joueurs de Dallas. Puis là, les coachs ils disent, ben, le coach de Dallas n'avait qu'envoyé Jimmy Benn sur la glace. Grosse discussion autour de cette fin de match houleuse dans le match 6 à Dallas. On va quand même parler un petit peu des Kings de Los Angeles parce que, bon, faut rappeler là, qu'on avait quand même sorti nos prédictions pour la première ronde. On avait raison avec Calgary, mais moi, j'avais dit LA et toi, tu avais dit Edmonton. Donc là-dessus, tu as été parfait sur ces deux séries. LA, quand même, qui sera au 7e match. Qui force la tenue d'un 7e match. Moi, je disais, ce sera Kopitar et Dano contre McDavid et Draisaitl. Dano a pas mal fait, termine la série avec 5 points, un différentiel positif à +6, mais McDavid a 14 points. Il a fait le gros de ses points contre les autres trios qui n'ont pas su le contenir, mais c'est une équipe inexpérimentée qui, je pense, a joué peut-être a joué pour son capitaine Dustin Brown qui prend sa retraite, c'était sa dernière série. J'ai l'impression que ça a peut-être été la belle petite histoire dans le vestiaire des Kings. On acquiert aussi de l'expérience importante pour la suite parce que tu l'as dit, c'est une jeune équipe. Mais bon, McDavid, finalement, qui aura eu le déçu. McDavid et Draisaitl auront eu le déçu sur cette équipe des Kings. Ouais, juste une parenthèse, Dustin Brown a joué à Zurich durant le dernier lockout, pour ceux qui s'en souviennent. Je me souviens très bien de lui, c'est un chic type sur la glace d'ailleurs. Très belle carrière, un joueur de profondeur, comme on dit ça. Mais oui, le talent de McDavid a suffi pour passer cette série-là. Il a été entreprenant au début. Je regardais le début du 7e match. McDavid et Draisaitl ont distribué de grosses mises en échec en début de rencontre. Et là, les commentateurs, ils s'en pouvaient plus. Ils ont dit, écoutez, même McDavid, on voit qu'il a vraiment envie de passer à travers, puis il a vraiment envie d'entraîner les joueurs dans son sillage. Il est allé de solides mises en échec. Il complète jamais ses mises en échec. McDavid, il fait des fly-by parce qu'il ne veut pas perdre de vitesse. Mais là, il a été lui puis Draisaitl, on distribue de grosses mises en échec. Draisaitl a joué blessé. On dit qu'il a une entorse à la cheville. Selon les informateurs là, ici en Amérique du Nord, il a joué malgré une entorse à la cheville. Et là, ils ont décortiqué son patinage avec une caméra qui le suivait partout. Puis effectivement, quand il tourne sur un côté, c'est un petit peu plus complexe pour lui. Donc, il est blessé, Draisaitl, entorse à la cheville. Il va traîner ça pendant un petit moment, le pauvre, là, parce que si tu joues blessé comme ça, tu traînes ton truc. Là. Il paraît en dehors de la glace, il a de la peine à marcher. Une autre histoire de joueur blessé. Hein, dans un patin, tu es plus soutenu, donc latéralement, il aura une compensation dans son patin selon les espions de la NHL. Donc, on va poursuivre avec la deuxième série qui va avoir lieu. Ce sera Colorado et Saint-Louis. Et là, on était les deux parfaits dans nos prédictions. On avait les deux choisi Colorado et les Blues de Saint-Louis pour s'affronter en deuxième ronde. Donc, toi, dans l'Ouest... je suis 4-4 dans l'Ouest, moi. 4-4 dans l'Ouest, tu as été parfait. Moi, je suis 3-4. Donc... le Colorado, on va quand même en parler parce qu'il y a deux Suisses qui se sont fait éliminer dans ces deux séries, celle du Colorado et celle de Saint-Louis. Le Colorado qui a fait une démonstration de hockey contre les Prédateurs de Nashville. On savait à quel point le Colorado était fort. Les Preds n'avaient pas leurs deux premiers gardiens. Ça aide pas. Le Colorado a fait un très bon travail sur Roman Josi et sur les bons éléments offensifs des Prédateurs. Je pense que la logique a été respectée. Difficile de dire autre chose sur cette série. Il n'y a pas de match. Écoutez, Colorado est vraiment très, très, très fort. Là, ça va se corser un petit peu pour eux au deuxième tour. Peut-être même pas tant que ça. Colorado est équipé, comme on dit au Québec, sont équipés pour veiller tard. Ils peuvent aller loin en play-off. Moi, je les vois sortir de l'Ouest, d'ailleurs. L'Avalanche arrive dans ses meilleures années, clairement. Là, on a des McKinnon, des Rantanen et compagnie là, avec Makar, des gars qui arrivent à maturité, même si Makar est encore jeune. On est solide devant la cage, on peut être solide physiquement. Je pense que Colorado va être difficile à arrêter. Et c'est une démonstration finalement contre Nashville. Tout le monde était unanime pour dire qu'il y avait trop de différence entre les deux équipes. La saison de Roman Josi, donc, qui a pris fin plus tôt que prévu. Il est quand même en lice pour le trophée Norris.
Bon, j'espère qu'il va le gagner, sincèrement. Ben, moi aussi, parce que c'est 96 points, mais c'est aussi 37% des... Il a participé à 37% des buts de son équipe cette saison, ce qui est immense pour un défenseur. Énorme. Il n'est pas en nomination pour le trophée Hart, mais il est en nomination pour le Ted Lindsay. Le Ted Lindsay, c'est un peu comme le trophée Hart, c'est le meilleur joueur voté par ses pairs, donc par les autres joueurs de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Oui, le trophée Hart est prestigieux à avoir, mais le Ted Lindsay, c'est quand même une belle reconnaissance parce que c'est les autres joueurs qui votent pour toi. Et là, il est en nomination pour ces 2 trophées, donc pour le Norris et pour le Ted Lindsay. Je pense que pour le Norris, espérons là, que ça ne lui nuise pas d'être dans un petit marché comme Nashville. Oui, c'est ça. Mais reste qu'il a de bonnes chances de mettre la main dessus. Pour le Ted Lindsay, il est contre Matthews et McDavid. Là, ça va peut-être être plus compliqué. Mais quand même, quelle saison pour Romagnosi. Même en Amérique du Nord, là, il est vanté. Hein. Ah non, mais s'il jouait à New York ou à Los Angeles ou à Toronto ou à Boston ou dans un gros marché d'NHL, il serait une superstar encore plus qu'il l'est là, parce que Nashville, ça reste quand même un petit marché, comme tu l'as dit. Et Josi, s'il ne gagne pas le Norris cette année, il ne gagnera jamais. Là. Je veux dire, il faut arrêter. Là. Je veux dire, moi, quand je vois jouer Adam Fox, qui est un joueur qui fait beaucoup de points avec les Rangers, c'est un joueur offensif, that's it. Pas très gros, pas très physique, il récolte un paquet de points. Josi se compare plus à un Carlson, mais je pense que Carlson de Washington, mais je pense qu'il est plus mobile que Carlson, encore une fois. Moi, je pense que Josi, c'est le meilleur défenseur de la Ligue. Makar, oui, OK, Makar est excellent. Il est spectaculaire, Makar aussi, il faut le dire. Mais là, je pense que cet honneur-là revient à Roman Josi cette année. S'il n'a pas le trophée Norris qui est voté par les journalistes, là, je pense qu'il y a un petit scandale. Il va souffrir de son identité européenne. Là. Il y a quand même peut-être quelque chose à dire là-dessus. C'est mon opinion. Quant au Ted Lindsay, qui est peut-être le trophée le plus intéressant à gagner pour un joueur parce que c'est ses pairs qui le votent. Donc, je pense qu'il va pas gagner. Je pense que c'est McDavid ou Matthews, mais je pense McDavid qui va gagner ce trophée-là. McDavid qui joue aussi dans un petit marché, hein, Edmonton, Nashville. Voilà, mais il est tellement, tellement beau, tellement bon que... Mais Matthews aussi, moi j'adore Matthews. Matthews a quelque chose de particulier. Je pense que c'est McDavid qui va le gagner, malheureusement. Yosi va peut-être finir 2 ou 3. Il l'a déjà remporté d'ailleurs dans sa carrière, ce trophée Ted Lindsay, Connor McDavid. Le Colorado, donc, qui va affronter les Blues de Saint-Louis, les Blues qui ont éliminé Kevin Fiala et le Wild du Minnesota en 6 matchs. C'est une déception, ça. Ça, c'est une déception parce que le Wild devait absolument gagner cette saison. Là. L'an prochain, pour vous mettre, ça fait quand même quelques fois que je le dis, là, mais là, j'ai les chiffres exacts. Ryan Suter et Zach Parise ont été rachetés par le Wild du Minnesota cet été. Et en pénalité sur la masse salariale, en raison de ces 2 rachats, l'an prochain, c'est de 12 à 15 millions de moins que le Wild aura. Et c'est 2 joueurs qui ne joueront pas. Là. Donc, Kevin Fiala, Kevin Fiala va signer son plus gros contrat en carrière. Là, peut viser les 6,5 millions avec la saison qu'il vient de faire. Peut miser sur lui. Ce sera je serais surpris que ce soit avec le Wild son futur, à moins d'une surprise, parce que le Wild va être très près de la limite salariale. Marc-André Fleury ne sera pas de retour non plus avec le Wild. Peut-être une retraite, qui sait. Donc, le Wild devait gagner. Avaient une bonne formation, mais ont été battus, j'ai l'impression, par l'expérience aussi des Blues de Saint-Louis, qui ont encore le même noyau, ou presque. Il y a Pietrangelo qui est parti, là, mais c'est presque le même noyau qui a gagné la Coupe cette année. Ryan O'Reilly, David Perron, Tarasenko, Parenko, Bennington qui a pris la relève aussi à Ousso devant la cage. Ouais. Je pense que c'est l'expérience des Blues qui a... J'ai l'impression que c'est un peu ça qui a fait la différence. Oui. Je pense que les Blues ont gagné une coupe, puis ça leur sert maintenant, l'expérience, le calme, etc. Puis on a aussi un coach de la vieille école. Son nom m'échappe, l'ancien coach des Flyers de Philadelphie. Rappelle-moi son nom de coach de Saint-Louis. Je vais aller voir. Je vois la figure, là, j'ai à peine à dire son nom. Mais lui, c'était un gars de la vieille école aussi. Là. C'était un coach, un gars qui s'est battu à une échelle pendant des années. Craig Berube. Ça, c'était vraiment la belle époque, là, les Canadiens Flyers, les bagarres générales. Le gars était sorti du vestiaire en chaussettes. En tout cas, bref, je me souviens des scènes assez typiques. Et
Et Saint-Louis joue du hockey aussi de la vieille école, hein, très physique, très engagé. On a été chercher des grands bonhommes très, très forts. Et c'est une équipe, encore une fois, qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est un petit marché, Saint-Louis. C'est une équipe qu'on ne voit pas forcément très souvent. Mais cette équipe-là tire son épingle du jeu. Tu as l'intuable David Perron là, qui a été excellent, notamment lors du premier match, qui a donné le ton à son équipe. Et puis, moi, j'ai vu 2 bouts de match, un match quasiment en entier de cette série-là, puis 2 autres bouts de match. Et Minnesota n'ont jamais réussi à emballer cette série ou à prendre les devants. On s'est armé, on était allé chercher le Québécois là, qui est à Anaheim, là, qui est un joueur d'un dur à cuire. Mais Deslauriers. Deslauriers, ça n'a rien amené. Et puis, Flower devant le but, Marc-André Fleury a été correct, mais n'a pas été tout blanc. Il s'est fait marquer des buts de la même façon souvent. On leur a reproché 2-3 trucs. Donc, le coup de poker Fleury-Deslauriers n'a pas fonctionné du côté de Minnesota, qui devra remettre l'ouvrage sur le métier, puis ça va prendre quelques années, je pense, comme tu l'as dit, avec le plafond salarial. Ça va prendre quelques années à remonter ça. La bonne nouvelle, c'est que Fiala, bonne nouvelle pour le hockey suisse, donc c'est que Fiala a connu une super saison dans l'ensemble, est devenu un joueur dominant dans cette ligue, enfin, hein, parce que rappelons-le, c'est un gars qui était sorti très très tôt au repêchage, 10e au total, 9 ou 10 ou 11, quelque chose comme ça. Et on attendait beaucoup de lui, ça a tardé à venir, a dû passer par la HL, a été échangé, et là il est en train de devenir le joueur qu'on attendait. Et de plus en plus, je regardais aussi les discussions, ils en discutaient l'autre jour dans les médias, c'est que de plus en plus, il y a de moins en moins de joueurs dominants jusqu'à 23, 24 ans. C'est une ligue de 25, 30 ans, 32 ans, où là, les joueurs sont au sommet. Avant ça, c'est très compliqué. Il y a très, très peu de joueurs qui réussissent à s'imposer en bas âge, à part des superstars comme Matthews et McDavid, des gars hors normes. Mais avant 23 dans cette ligue, c'est compliqué, 23, 24. Puis après 30, c'est devenu presque compliqué. Donc, c'est très la carrière, les moments forts de carrière sont très, très concentrés. Puis Fiala rentrait typiquement dans ce moule-là, où ça y a pris quand même 4, 5, 6 ans avant de devenir rencontrer les expectations, c'est un mot anglais, les expectations le concernant, les attentes. Je suis d'accord avec toi. C'est une saison magnifique pour lui qui arrive au bon moment parce qu'il tombe agent libre aussi. Il va pouvoir signer son plus gros contrat à vie. Et c'est le moment ou jamais pour lui. Un peu peut-être déçu de sa performance en playoff. A eu quoi? Un assist, je crois, c'est tout dans la série face aux Blues. Mais je pense qu'on en attendait plus de plusieurs joueurs du Wild. Il n'est pas le seul à avoir été un peu plus invisible dans cette série là, du côté du Wild. Mais Fiala, on a dans le chat un commentaire là, qui dit pour Fiala, il faudrait il doit aller dans une équipe, par exemple, comme les Devils du New Jersey. Ça lui garantirait un gros temps de glace. Moi, j'espère surtout que Fiala va aller dans un bon marché de hockey. Mm-hmm. Ouais, mais Minnesota, c'est un bon marché de hockey. C'est un très bon marché de hockey, oui. Un des meilleurs aux États-Unis. Ouais. Le Nord-Est, mais quand même, là, il faut que s'il a bougé, qu'il reste dans un gros marché de hockey. Vancouver, par exemple, New Jersey avec Hughes, Ishier et tout, ça pourrait être intéressant. Il faut voir aussi qu'est-ce qu'il demandera comme salaire. Moi, je pense que le Wild va le garder. Hein. Ils ont quand même payé pour lui et tout. Moi, je pense que le Wild va le garder. Il y a de quoi. Moi, je pense je le garderais aussi. Il va au Timo Meier. Je pense que si tu regardes, ça est devenu un gars de deuxième bloc dans cette ligue, un attaquant top 6 du bas un ailier de deuxième bloc qui peut te produire entre 50 et 80 points, 60-70, quelque chose comme ça, un peu plus. Cette année est exceptionnelle un peu, trentaine de buts. C'est l'équivalent de Timo Meier, qui a été cherché 24 millions pour 4 ans, 6 millions par année. Je pense qu'il va aller chercher autour entre 5 et 7 Fiala, j'imagine. Moi, être le Wild, je le re-signe demain matin, je veux absolument le garder. Oui, mais il faut qu'ils aient la place sur la masse salariale selon ses demandes. Ça. Et ils ne l'ont toujours pas signé. Rendu le 16 mai, quand tu sais qu'au début juillet, tu vas tomber agent libre sans compensation, t'es presque mieux d'aller voir qu'est-ce que les autres équipes t'offrent et ensuite revenir. Tu sais, d'aller voir ta valeur. C'est peut-être lui qui attend. Peut-être qu'il a déjà une offre ferme de Minnesota. Puis là, peut-être son agent a peut-être dit stop, on va attendre, on va tenter le marché en juillet, puis on va vous revenir si oui ou non vous êtes dans le. Ouais. Peut-être qu'il a aussi, peut-être que dans sa tête, il se dit moi j'aimerais aller jouer là, puis là, puis là, puisque peut-être qu'on ne sait pas comment il se plaît au Minnesota. Hein. Le Minnesota, ça reste qualité, ça reste, les hivers sont rigoureux, c'est une ville qui est pas. Hey, Minnesota, c'est que c'est Saint-Paul, Minneapolis.
c'est pas le marché le plus glamour aux États-Unis. C'est un beau marché de hockey, mais c'est pas le marché le plus glamour aux États-Unis. Peut-être qu'il aimerait aller vivre dans un endroit plus différent. On ne sait pas, hein, les motivations. Puis à l'heure où les copines ont leur mot à dire, on ne sait pas. Il y a des destinations plus intéressantes et plus chaudes que le Minnesota, ça c'est sûr. Kevin demande est-ce que le Wild va vouloir l'utiliser pour reconstruire avec des plus jeunes? Bon, la question, je pense que l'utiliser en le re-signant pour qu'il reste avec les plus jeunes, il faut dire qu'il est encore très jeune, mais oui, ça doit faire partie du noyau du Wild du Minnesota. Mais le fait qu'il ne vienne pas au mondial, ça veut dire qu'en ce moment, là, il veut miser sur lui au marché des joueurs autonomes. Donc voilà. C'est clair, il veut pas se blesser comme Pius Suter a fait l'année passée. Il a dit écoutez, moi, évidemment, tu ne veux pas aller au mondial parce que déjà, ça coûte. Il y a les assurances. Puis si tu te blesses, tu peux perdre des millions. Là. C'est tout à fait logique. Hein. Moi, c'était clair que Fiala n'allait pas aller au mondial, quoi qu'il arrive cette année. Colorado-Saint-Louis, donc. Stéphane, je pense qu'on est les deux d'accord que le Colorado devrait passer. En 5 ou 6. En 5,5, on va dire. Ouais, moi aussi, j'étais un peu dans... Je pense qu'ils vont avoir un peu plus d'adversité, l'Avalanche, que face aux Prédateurs. Mais l'an passé, l'Avalanche avait balayé les Blues en première ronde. Donc, à voir s'ils réussiront encore une fois à aller sortir rapidement dans cette série de quarts de finale. Stéphane, on va maintenant parler de l'association de l'Est. On va commencer avec la série Caroline contre les Rangers. Les Hurricanes qui se sont fait pousser jusqu'au 7e match contre les Bruins à Boston. Finalement, Nino Niederreiter et les Hurricanes ont réussi à passer. Gracieuseté de Max Domi. 2 buts, une passe dans le match 7. Match de sa vie. Ouais, les équipes à domicile. L'équipe à domicile a toujours remporté le match dans cette série. Les Bruins ont remporté les 3 matchs au TD Garden. Les Hurricanes ont remporté les 3 matchs à Raleigh, les 4 matchs à Raleigh en Caroline. Mais on en discutait il y a 2 semaines, juste avant le début de la première ronde, et je te disais, les Bruins, j'aimerais pas les affronter en première ronde. Ils ont prouvé pourquoi. C'est une équipe qui ne lâche jamais. Pas commode, mais la profondeur des Hurricanes, quand tu as Max Domi qui joue sur un 4e, 3e trio et qui joue 6 minutes, et que pendant ces 6 minutes dans le match numéro 7, il a 2 buts, une passe, ça montre à quel point cette équipe-là a de la profondeur à en revendre. Oui, puis il y a des jeunes aussi. Tu as Seth Jarvis, là, qui est un tout jeune joueur qui a marqué aussi des buts là, durant cette série-là. Moi, j'aime beaucoup le spectacle offert par la Caroline. C'est un spectacle. Une équipe qui joue du bon hockey, intéressant, avec des bons jeunes joueurs de talent. J'aime l'histoire de Caroline. C'est rafraîchissant d'avoir des équipes comme ça. Ça fait différent un peu. Puis on parlait de marché de hockey. Caroline, c'est un État du Sud, on s'entend, aux États-Unis. Puis il n'y a pas beaucoup de hockey là-bas. Il n'y a pas beaucoup de gamins qui font du hockey. C'est pas un marché naturel de hockey. Et c'est devenu un marché passionné de hockey. Ils ont rempli, le nouveau propriétaire de cette franchise a réussi à créer quelque chose autour de cette franchise. Souvenez-vous, depuis 2 ans, cette équipe-là, à la fin des matchs, à la fin de leur victoire, ils donnent le show. Hein. Ils ont été critiqués à cause des shows qu'ils donnaient avec à la fin des victoires, au centre de la glace, ils faisaient toujours une chorégraphie différente. Ils faisaient une communion avec le public, etc. Et les vieux baroudeurs du hockey disaient que non, c'est pas ça, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas être exubérant comme ça. Ben, ils ont lancé une nouvelle mode. C'est très européen comme truc, mais ça fonctionne et les gens vont à Caroline et s'amusent, ont du plaisir. Il y a une communion avec l'équipe. Et c'est ça, si tu veux que les gens du Sud, qui ne sont pas des connaisseurs de hockey, s'identifient à l'équipe, tu dois créer un événement autour de l'équipe. Et là, au niveau marketing, en Caroline, on a fait tout juste. Regarde les matchs en Caroline, c'est incroyable. Le public, ils regardent un match de hockey comme ils regardent un match de foot américain. Ils sont tout le temps debout. Ouais. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, c'est incroyable. Les Américains, à chaque fois qu'il y a un jeu au football américain, ils sont debout. Puis là, les joueurs se replacent, ils se rassoient, ils se relèvent. Ben, ils vont consommer le hockey comme ils consomment le foot américain ou le basket. Et c'est fabuleux ce qu'ils ont réussi à faire là du côté de la Caroline. Et moi, j'espère que cette équipe-là va faire un bout parce que c'est drôlement rafraîchissant de voir aller ça, ce qui se passe là-bas. Le fameux Bunch of Jerks, ils avaient été surnommés comme ça et ils l'ont utilisé, on fait des t-shirts Bunch of Jerks. C'est vrai que c'est rafraîchissant de voir cette équipe de hockey, les fans qu'elle a réussi à créer.
Bon, il faut parler de Niederreiter aussi. Il a connu un bon début de série. A été peut-être un peu plus effacé, mais en même temps, il est sur un troisième trio avec un rôle. Tu joues avec Jordan Staal, avec Jesper Fast. Tu peux amener de l'attaque, mais tu peux également défendre contre des bons trios avec Jordan Staal, qui est le centre défensif de cette équipe. Entre guillemets, parce il a quand même marqué. Moi, j'aime beaucoup ce troisième trio. C'est des gars pesants. C'est des gars avec des gros gabarits. C'est des gars qui sont capables de jouer offensivement, mais qui sont responsables. Donc, très belle série pour les Hurricanes. On va parler aussi des Bruins qui, eux, ont perdu. S'inclinent en première ronde. Et à voir de quelle façon Patrice Bergeron a fait la collade à tout le monde. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin d'une carrière? Ça ressemble à ça. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais l'été dernier, à Québec, il habite la région de Québec, pas très loin d'où je suis ici, à 15 minutes de route en banlieue de Québec, à Cap-Rouge. Il a une super maison là-bas. Puis il a joué cet été dans la même ligue que mon fils, avec des pros, des joueurs de NHL, etc. Il y a Thomas Chabot, Dano, Marc Savard, Marc Chessault et compagnie. On joue ensemble, puis des oreilles du vestiaire m'ont dit qu'il y réfléchissait sérieusement, mais qu'il se donnait encore une saison, qu'il prendrait sa décision définitive à la fin de la saison. Je pense qu'il est usé un peu, Patrice Bergeron. Il a à peu près tout vécu. Il a eu à peu près toutes les blessures imaginables aussi. C'est un guerrier, comme on dit. Je n'aime pas ce mot-là, mais c'est un dur. Et là, à Montréal, la rumeur, évidemment, je ne sais pas si c'est rêve ou réalité, mais certains journalistes disent qu'ils songeraient peut-être à signer avec les Canadiens de Montréal. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai? J'en sais rien. Moi, je ne ferais pas ça si j'étais à sa place, sincèrement, mais et peut-être juste finir sa carrière au Québec, jouer pour les Canadiens une année ou deux, un peu comme Daniel Brière l'a fait. Mais je pense qu'il est meilleur que Daniel Brière. Oui. Que Daniel Brière l'était au moment où il a signé à Montréal, évidemment. Mais voilà, on a parlé de son accolade, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Donc, beaucoup de spéculation. Je pense qu'il se réserve, il donne un petit peu de temps pour prendre sa décision. L'été passé, il se disait un peu fatigué mentalement là, dans les vestiaires de la Ligue d'été à Québec. Il a une Coupe Stanley en carrière. Il a été capitaine des Bruins. Il a été un élément hyper important des 10-15 dernières années des Bruins. Je serais très surpris de le voir à Montréal parce que il y a plusieurs raisons. Je veux dire, c'est une équipe en reconstruction. Je comprends le fait de vouloir venir jouer devant sa famille, devant ses amis au Québec. Mais bon, pour le Canadien, ce serait une bonne chose parce que tu peux faire... Tu sais, Suzuki, s'il y a Shane Wright, par exemple, comme premier choix, tu as un Patrice Bergeron dans le vestiaire qui, pour sa dernière saison, ça peut être très bon pour les jeunes centres de l'équipe, mais je sais pas. Moi, je serais surpris. Le gars a été blessé plus souvent qu'à son tour. C'est un Bruins tatoué sur le cœur. J'ai l'impression que... Oui, il a fait sa carrière là aussi. C'est toujours la même chose. Quand tu fais ta carrière à un endroit... Puis tout à coup, en fin de carrière, tu vas faire encore une année ou deux ailleurs. Bon, Gretzky l'a fait, tu vas me dire. Gretzky, n'oubliez pas, il a été échangé à Los Angeles. Bon, il a fait le gros de sa carrière à Edmonton, Los Angeles. Ensuite, ça a fait une pige à Saint-Louis, rappelez-vous, puis il a fait une pige avec les Rangers de New York. Mais il a bien joué à Saint-Louis, bien joué à New York, mais c'était plus du marketing qu'autre chose. Évidemment, à Montréal, avec un Patrice Bergeron, ce serait un coup marketing flamboyant. Et je pense qu'il apporterait encore beaucoup à cette équipe. Mais est-ce qu'il a encore motivé? Tu sais, au bout d'un moment, c'est long, une carrière de hockey. Il y a beaucoup d'émotions, des hauts, des bas. C'est dur pour le corps. Il arrive à un certain âge où l'effort c'est encore plus demandant. On sait que c'est un gars qui est toujours à fond, qui est très, très discipliné. On dit de lui, ses anciens coéquipiers on se dit que c'est un gars qui a une discipline ahurissante. C'est incroyable. Le gars, au niveau nourriture, du sommeil et tout, c'est une horloge. Le gars, il a des habitudes de vie, mais c'est Laurent Meunier qui nous en parlait. Je ne sais plus quel joueur que Laurent Meunier connaissait qui était avec Bergeron. Il me semble que c'est Laurent Meunier. Il me disait, c'est incroyable. Tu es à côté de lui, tu as l'impression de toi de faire tout faux parce que lui, il fait tellement tout juste au niveau de la récupération, au niveau de son entraînement, au niveau de ses sommeils, au niveau de la nourriture que tu fais passer tous les autres pour des amateurs. Et quand il était à Lugano, je me souviens d'avoir discuté avec Larry Horace. Quand Larry Horace le coachait à Lugano l'année du lockout, je parlais beaucoup avec Bergeron. Il avait beaucoup discuté avec lui. Moi, j'ai eu quelques mots aussi avec lui. Et Larry Horace me disait, c'est un exemple pour tous les jeunes du vestiaire, tous les Luganais qui l'ont regardé aller. Ils ont dit, wow, c'est ça, être une star de NHL.
Il y a plusieurs autres gars qui sont venus, qui ont donné l'exemple, mais lui, il paraît que c'était l'exemple de l'exemple. Les joueurs le regardaient et disaient, attends, lui, il arrive à l'entraînement le matin, 1 heure avant tout le monde. Il a fait sa routine, il a fait ci, il a fait ça. Au niveau de l'alimentation, je veux dire, voilà. Il y avait des joueurs aussi. Matt Duchesne, quand il était venu à Ambry, on l'avait pris un exemple. On avait dit à Pestoni, regarde, c'est quoi un joueur d'NHL. Donc, il y a plein de gars comme ça qui, tu sais, tout ne tombe pas du ciel. Tu ne fais pas une carrière comme ça si tu n'es pas hyper discipliné puis vraiment sur la coche dans tous les domaines. Et Bergeron, c'est un exemple. C'est un exemple pour tout le monde. Mais tous les joueurs qui ont joué avec lui vont vous le dire, c'est un exemple. C'est un gars qui est parfait, quoi. Il est parfait à tous les niveaux, quoi. Tu as parlé de... Peut-être pour les jeunes joueurs de Montréal, parenthèse, c'est peut-être que pour les jeunes joueurs de Montréal, ça pourrait être un papa, un leader, un exemple, un gars qui va dire, regardez les gars, c'est comme ça qu'on travaille. Comme l'était chez Weber quand il jouait encore. Exact. Tu as parlé aussi de motivation dans le cas de Bergeron. Tu te questionnais un peu là-dessus. Motivation aussi, si par exemple le Canadien est éliminé encore en décembre là, ou en janvier, la motivation va peut-être prendre le bord quand tu sais que la retraite approche. À voir du moins l'avenir. Il y a aussi ça. Est-ce qu'il a envie d'aller faire une reconstruction à Montréal? En sachant très bien que le marché de Montréal est un marché hyper difficile et puis que si tout à coup il n'a pas la saison, il y a une baisse de régime parce qu'il va jouer dans une moins bonne équipe, il y aura forcément une baisse de régime. Tu ne peux pas jouer au hockey tout seul. Là, on va dire, ouais, mais Bill Bergeron, finalement, il est fini, il arrive au bout, etc. Puis on sait que les Québécois, c'est ou bien tu es un dieu ou bien tu es une merde. Hein? Ouais. Il n'y a pas d'entre-deux. On va maintenant parler des Rangers de New York qui ont remporté le 7e match en prolongation hier contre les Penguins de Pittsburgh. Je pense que les Penguins, Steph, ont été rattrapés par les blessures à la longue. Tristan Jarry a manqué les 6 premiers matchs. Casey DeSmith s'est blessé. Louis Domingue n'a pas fait un mauvais boulot, loin de là, mais quand même 3e gardien devant la cage pour une série contre les Rangers. Ouais. Sidney Crosby s'est fait frapper c'était Jacob Trouba, je crois. Qui d'autre que Jacob Trouba pour frapper Sidney Crosby de la sorte? Blessé, a manqué 2 matchs. Jake Gensel a marqué 8 buts. Il a été sensationnel pendant cette série. Mais à la longue, tu te prives de Crosby pendant 2 matchs. Ça t'amène au 7e match. Et ensuite, tu perds Jarry qui n'avait pas joué pendant 1 mois. J'ai l'impression que c'est un peu une déception pour les Penguins après avoir mené 3-1 dans cette série. Mais ils ont été rattrapés un peu par tout ça. Moi, je te disais, je pensais que les vieux Penguins en avaient encore dans le réservoir là, pour jouer sur l'expérience. On parlait de Le Temps, Malkin, et puis Malkin a joué une bonne série, mais a été touché lors d'un match, a été légèrement blessé, a eu de la peine à finir le match. Crosby encore un peu fragile, les commotions, etc. Donc, voilà, le cycle est terminé du côté de Pittsburgh. Je pense que là, ils auraient peut-être pu faire une ronde supplémentaire, mais je pense qu'ils n'auraient pas été plus loin. Ça aurait été joli pour l'histoire, mais je pense que là, le Team America, là, pour reprendre les propos du coach de Tampa, l'équipe référence américaine, c'est terminé. Je pense que là, Crosby, il est encore très bon, mais voilà. Malkin, ralenti par les blessures, le temps. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir du côté de Pittsburgh. Et je pense que Pittsburgh, là, c'est la fin d'un cycle, clairement, pour moi. D'ailleurs, Anto, dans le chat, qui est d'accord avec toi, là, il dit que Pittsburgh est en fin de cycle. On va quand même parler des Rangers, qui, eux, sont en début de cycle. Oui. Réussissent à passer en 2e ronde, alors que plusieurs étaient déjà surpris de la tenue de l'équipe cette saison. En saison régulière, ont été portés par Igor Shesterkin. Par contre, en play-off, ça a été beaucoup plus compliqué pour Shesterkin. J'ai trouvé beaucoup moins dominant. Même hier, il a été sauvé plusieurs fois par les poteaux. Après, un bon gardien fait sa chance. Mais, c'est un shoot non cadré. Mais quand même, on le voyait donner des buts qu'habituellement, il ne donnait pas. Il a été retiré, je crois, 2 fois d'un match au début de la série. Et j'ai l'impression que les Rangers, sans Shesterkin contre les Hurricanes de la Caroline, ça va être impossible de battre cette équipe à maturité et avec autant de profondeur que représentent les Hurricanes. Ouais, je pense que les Rangers ont une saison étonnante. On est en reconstruction. On a été chercher Gérard Galland qui a la réputation d'être un très bon entraîneur, à tirer le meilleur de ses joueurs. Il l'avait fait du côté de Vegas. Ils sont en avance.
on voulait reconstruire gentiment, puis on s'était donné 3-4 ans. Et puis finalement, cette année, c'est le gardien Shesterkin qui a fait que cette équipe-là est en avance. Ça a été un pourcentage ahurissant durant l'année. Il a été dominant, ce Shesterkin, encore jeune. Et c'est lui qui a permis aux Rangers notamment lui qui a permis aux Rangers d'avoir une saison hors norme. Il y a Kreider aussi qui a une saison exceptionnelle. Et on était en avance du côté des Rangers, et je pense que ce qui leur arrive maintenant, c'est tout du bonus. On ne s'attendait pas à ça. On l'avait annoncé, une reconstruction, soyez patients et tout ça. Et puis là, mais je pense que le prochain tour, ça va pas aller. Là. Ils n'ont pas la profondeur, ils n'ont pas tout ce que la Caroline a présentement. Je pense que ce sera la Caroline qui va l'emporter en 5 ou 6 matchs. Je pense que les Rangers l'ont emporté contre une équipe en fin de cycle très bonne, Pittsburgh. Ça s'est joué à pas grand-chose quand même contre Pittsburgh. Ouais. Mais je pense que là, l'aventure va s'arrêter là pour les Rangers. Et peut-être Shesterkin, s'il redevient le gardien qu'il a été dominant durant l'année, peut-être va donner plus de troubles qu'on pense aux Hurricanes. Ça reste à voir. Je pense que là-dessus, on est d'accord pour y aller avec les Hurricanes pour la prédiction du deuxième tour. Il faut dire qu'on avait les deux pris les Hurricanes au premier tour, mais moi, j'avais pris les Rangers, toi, tu avais pris les Penguins. Donc, prolongation, ça s'est fini, j'ai failli avoir raison. Ça s'est joué à ça. Mais je suis assez content pour les Rangers parce que c'est une belle histoire. Pittsburgh, Ils ont tout vécu. C'est pas que je souhaitais, moi j'aime bien Pittsburgh, mais je pense que l'aventure est belle pour les Rangers. Puis pour le marché, pour la NHL, pour le business NHL, c'est aussi bien que Rangers, c'est un gros marché, on s'entend. Ouais. Donc si les Rangers sont toujours en liste, c'est intéressant parce que là, on a quand même des petits marchés qui sont encore en liste. Là, Edmonton, Calgary, ça n'intéresse pas les Américains. C'est 2 petits marchés canadiens. La Floride, les 2 équipes de la Floride, c'est pas des gros marchés. Tampa, oui, mais quand même pas des gros marchés de NHL. Tu as la Caroline qui est devenue un marché passionné, mais qui n'est pas porteur aux États-Unis. Donc la NHL va être content quand même d'avoir encore les Rangers en liste dans l'Est. Oui. On va maintenant parler de la dernière série. Enrique nous disait moi qui adore les derbies, on est servi avec celui de l'Alberta et celui de la Floride, même si mon préféré est celui de New York. On va en parler de ce derby de la Floride parce que le Lightning de Tampa Bay a réussi à battre les Maple Leafs de Toronto et à rejoindre les Panthers de la Floride en deuxième ronde. Pour la deuxième année de suite, ces 2 équipes vont s'affronter en playoffs. Ça n'était jamais arrivé de leur histoire avant l'année dernière. Le Lightning qui avait remporté la série en 6 matchs l'an passé. On se souvient que les Panthers avaient décidé de jouer un style très physique contre le Lightning, de les frapper beaucoup, de tenter ce jeu un peu d'intimidation qui n'avait pas vraiment fonctionné, même si les matchs étaient très serrés. Ensuite, le Lightning, on connaît l'histoire. Ils sont rendus jusqu'à la Coupe Stanley qu'ils ont remportée. On va parler quand même des Panthers. En première ronde, ont eu une première ronde peut-être un peu plus difficile que moi je le pensais contre les Capitals de Washington. Un power play invisible des Panthers qui pourtant faisaient leur force en saison régulière. Jonathan Huberdeau a été un peu plus effacé ou mieux contenu par les Capitals. Mais c'est là que tu vois l'acquisition d'un gars comme Claude Giroux, à quel point elle a été importante, parce que Giroux a joué une très bonne première ronde. Ça donne encore plus de profondeur. Il y a Verhaeghe aussi qui a joué une bonne série, il a eu un match de 5 points aussi. Ouais. Donc, quand même, les Panthers qui, au final, vont l'emporter logiquement contre les Capitals, mais ont certainement dû se poser des questions. Ah oui, au début de la série, là, le premier match, c'est quoi, un score assez élevé, assez étonnant. On s'est dit, oh, les Panthers n'étaient pas prêts. Là, tout à coup, les médias, ils ont dit, ouais, ils ont pris à la légère, évidemment. Grande théorie, il faut bien faire des théories pendant des heures de temps à la télé. Mais il y a beaucoup de. Tout le monde se dit qu'ils vont craquer. Huberdeau n'a pas été transcendant. Voilà, on émet aussi des doutes sur les gardiens de la Floride, mais à la fin, c'est quand même la meilleure équipe qui l'a emporté. Puis comme on avait dit, les Panthers n'ont pas la profondeur d'équipe. Les Caps n'ont pas la profondeur d'équipe pour affronter la Floride sur une série de 7 matchs, même si ça a été âprement disputé, on va dire comme ça. On a parlé évidemment de Marc-André Fleury. On ne sait pas s'il va s'en aller à la retraite. Patrice Bergeron également. On doit parler de Niklas Backstrom aussi, le joueur de centre des Capitals. Il est blessé à la hanche. Semble-t-il qu'il ne sera plus jamais à 100%. Là, va toujours traîner cette blessure. Si lui prend sa retraite, on parlait de la fin d'un cycle à Pittsburgh. Oui, t'as encore Ovechkin. Oui, t'as encore John Carlson. Oui, t'as encore TJ Oshie.
Kuznetsov, mais reste que devant la cage, c'est pas incroyable du côté des Capitals. Et là, ils vont commencer à être rattrapés un peu par le temps, j'ai l'impression. Je peux t'en parler un peu de la reconstruction des Caps de Washington parce que jeudi dernier, j'ai joué au golf avec un scout professionnel des Caps de Washington, un gars avec qui j'ai joué au baseball quand j'étais jeune, qui est scout qui est scout dans l'organisation des Caps depuis 25 ans et maintenant il est scout professionnel. Lui, ça veut dire que professionnel, ça veut dire qu'il ne va pas avoir des matchs juniors pour le repêchage, il va avoir des matchs de NHL et de AHL pour savoir tout ce qui existe parce que pour les transactions, etc., ouais. etc. Lui, c'est l'espion de Washington, en fait, qui va voir tout ce qui se passe dans les farm teams de AHL d'Amérique du Nord et qui va avoir des matchs de NHL pour donner des rapports de scouting au directeur général. Et on en a parlé longuement. J'ai été 4 heures de temps sur le terrain de golf avec lui. C'est un ancien ami qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps. C'était assez intéressant. Puis il m'a dit, écoute, on est clairement en fin de cycle. Il n'y a pas de secret là-dessus. On doit regarnir nos banques de choix. Il y aura de la place pour les jeunes les prochaines années. On parle d'Hendrix Lapierre. Il y a McMichael aussi qui a fait l'équipe cette année, qui n'a pas eu tant de temps de glace que ça. Donc, c'est une équipe qui arrive en fin de cycle, effectivement. Donc, toutes les équipes ont des cycles et à Washington, ça sent gentiment ce fin de cycle et d'où l'importance, lui, de son travail, là, de pointer des bons jeunes qui viennent pour faire d'éventuelles transactions, pour aller chercher des joueurs pour les prochaines années. Comme Pittsburgh, c'est une équipe qui a raidé aussi sur Ovechkin, qui est encore bon, alors qu'un paquet de buts. Là, on a raidé sur des vétérans pendant des années de grandes vedettes qui arrivent vraiment à 35-40 ans et puis qui vont gentiment disparaître, sans disparaître, disons, qui vont devenir moins dominants. Et c'est assez intéressant la discussion que j'ai eue. Là, c'est un gars on a discuté des clubs, comment ça se passait, son travail. C'était vraiment intéressant. Là, je ne me suis pas trop concentré sur le golf, j'aurais dû, par contre. C'était pas terrible ce jour-là. J'étais pas focus sur le golf, mais on a eu d'excellentes discussions. Puis il me donnait les détails sur son travail, ce qu'il faisait. Il rentrait d'un voyage de 2 semaines sur la côte ouest américaine. Il est allé voir ci, ça. C'est vraiment très, très intéressant le travail que ces gars-là font dans le background. T'sais, on ne se rend pas compte, mais les organisations d'NHL, il y a des dizaines de personnes qui travaillent dans l'ombre pour aller voir tout ce qui se passe. Donc, lui, c'est le genre de gars où quand le directeur général de Washington a une offre de transaction, il dit, attends, on me propose tel joueur, c'est quoi ton rapport sur lui? Ben, lui, c'est ça, il a joué là. Lui, c'est tout sur les farm teams, sur les joueurs qui ont été repêchés, sur les jeunes joueurs de l'organisation. C'est vraiment, vraiment fascinant comme travail. Écoutez, c'est des gars qui passent leur vie dans les avions, les hôtels, qui voyagent, sont en voyage tout l'hiver carrément. Raconter à quel point c'était fascinant. Donc, Washington, oui, est dans un cycle où on devra éventuellement reconstruire et aller chercher des plus jeunes joueurs. Oui, ça devait être une discussion très intéressante. Et ce serait intéressant aussi de voir l'avenir d'Alex Ovechkin, parce que si on rentre dans une reconstruction, est-ce que Ovechkin voudra rester dans une reconstruction, aller dans une équipe où il peut peut-être encore espérer marquer 40 buts, jouer avec des joueurs avec plus d'expérience? À voir. C'est plein de questions qui restent en suspens du côté de Washington. L'autre série, elle s'est terminée avant hier. Tampa Bay qui a réussi à gagner le match 7 contre Toronto. Une autre série perdue pour les Maple Leafs de Toronto. Écoute, c'est le 5e revers consécutif lors d'un match numéro 7 pour les Maple Leafs. 4 fois lors de la première ronde et une fois là, lors de la ronde de qualification de l'année COVID. Là, il y avait eu une espèce de ronde d'ailleurs que le Canadien avait battu les Penguins de Pittsburgh. Les Maple Leafs avaient perdu là, le match. C'était une série, je crois, en 3-5 ou 2-3. 2-3 au meilleur des 3. Et les Maple Leafs avaient perdu contre les Blue Jackets de Columbus. Mais sinon, les séries plus normales, 4 années de suite qu'on perd au premier tour en 7 matchs. Plusieurs fois, on a eu l'avance. Contre le Canadien de Montréal, 3-1 dans la série l'an passé. Cette année, on avait l'avance 3-2 contre le Lightning. Contre les Bruins de Boston, même chose. On avait l'avance 3-2, on l'a perdu. 3-1, je crois, on l'a perdu. Écoute, les Maple Leafs, là, on semblait démoralisés, détruits, évidemment, après cette défaite. Sérieux, il me faisait pitié, quoi. Non, mais pitié, je vais te laisser finir. Non, ben, écoute, on n'a pas remporté une seule série de playoffs depuis 2004.
On est rendu en 2022 et ce ne sera pas avant 2023 qu'on va avoir une autre chance de remporter une série. Il y a toujours une année prochaine. C'était le titre du Toronto Sun aujourd'hui. There's always a next year. Ils ont une fiche de 0 victoire et 10 défaites lorsqu'ils peuvent éliminer une autre équipe. Donc, lorsqu'ils ont 3 victoires dans une série, 0 victoire, 10 défaites. Écoute, ça devient là une culture de perdant, j'ai l'impression. Ben, à un moment donné, être bon, ça ne suffit pas. Il faut être capable de tuer une série. Il faut que tu sois capable de pendre, de tuer, d'achever ton adversaire au bon moment. Et chaque fois, on n'est pas capable de le faire. Alors là, oui, on n'a pas assez proche. Tout le monde dit, honnêtement, ils ont joué une super série. Ils ont été valeureux. Je veux dire, ils ont travaillé fort. Je veux dire, on ne peut rien reprocher à Toronto dans l'attitude, dans le truc, etc. Sheldon Keefe, le coach, l'a dit. Je suis fier de mon équipe, on a tout donné, mais ça ne suffit pas. Tu ne peux pas dire, à ce niveau-là, à NHL, tu ne peux pas dire des défaites honorables. Dire, ouais, mais on était valeureux, on n'a pas assez proche, etc. Au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Tu n'es pas payé pour ça. On n'investit pas des millions dans une équipe, dans des top joueurs. Il faut qu'ils te gagnent, qu'ils te tuent une série. Tu es payé pour ça. Je veux dire, moi, j'adore le spectacle offert par Toronto. C'est ça qu'on veut, honnêtement. T'aimes pas aussi, mais Toronto, le hockey présenté par Toronto, c'est un spectacle incroyable. Tu as Marner, tu as Tavares, tu as Matthews qui sont incroyables, O'Reilly qui est un bon jeune défenseur. Mais c'est ça qu'on veut, du show, c'est du spectacle. Et cette équipe-là, elle est superbe, mais sauf qu'elle n'arrive pas, comme tu dis, à gagner, à faire. Et puis à la fin, tu es obligé, tu es une superstar de NHL, tu dois tuer les matchs au bon moment. C'est pas quitte d'essayer, mais c'est pour ça que tu es payé à la fin. Il y a des joueurs, c'est pour ça qu'il y en a qui gagnent des titres toute leur carrière. Hein, on pense à des Crosby. Parce qu'il a été capable de faire la différence au bon moment ou de faire que les joueurs alentour de lui fassent la différence. Et ça tu l'as ou tu ne l'as pas. Et à Toronto, malheureusement, je suis tellement déçu pour eux, sincèrement. On en parlait, j'ai regardé un bout de match avec mon fils aussi. Lui, il adore Toronto, évidemment, parce qu'il dit il sait bien, c'est rafraîchissant, etc. S'ils perdent, ça va être décevant. Mais à la fin, j'étais dépité pour eux. Tu sais, c'est des gars qui sont millionnaires et tout. Je devrais pas avoir de peine pour eux, mais je me dis, mais ils vont se faire encore, mais ramasser, taper dessus, traiter de tout. Alors que c'est des gars, mais tu te dis, ça doit être tellement dur pour eux. Là. Même, tu sais, t'as beau avoir les millions, là, mais ton moral, ton cœur, t'es un humain comme un autre. Là. Tavares en pleurait quasiment en disant, c'est décevant, je ne sais pas quoi vous dire et tout. C'est pathétique. On dirait que c'est un mauvais sort sur l'organisation. Les joueurs changent, mais c'est toujours pareil. Ouais. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais quand même qu'ils allaient gagner au match 7. J'ai dit quand même. Puis ils ont joué un bon match. Là. Mais Vasilevski, à chaque fois qu'ils ont eu des clean chances, c'est Vasilevski qui les a arrêtés. Et puis après ça, on se dit, est-ce qu'ils n'essaient pas de faire trop de dentelle puis marquer des beaux buts? Mais ça, c'est le problème que quand tu joues contre un excellent gardien, tu dis, si on met des pucks au filet, juste pour mettre des pucks au filet, il ne va pas donner de rebond, il va l'arrêter, il ne va rien se passer. Donc, on va le battre vraiment, on va le décaler, on va faire ci, on va faire ça. Puis là, tu joues peut-être trop dans la dentelle. Évidemment, ma théorie en vaut une autre. Mais sérieux, j'étais dépité pour eux. C'est rare que j'ai de la peine pour des joueurs professionnels de la NHL, là. Mais là, franchement, j'étais dépité pour eux samedi soir. Sincèrement. Moi, je prenais pour Toronto, parce que je n'ai pas d'affinité avec Toronto, mais je me dis, Tampa Bay, ça fait 2 ans, c'est bon, on peut passer à autre chose. Ouais. Mais non. Les deux, d'ailleurs, on avait prédit une victoire de Toronto. On pensait que c'était l'année où Toronto allait enfin passer ce premier tour. On s'est trompé. Ils n'ont pas de chance non plus. Non. Tu tombes contre Tampa en partant, on en a parlé. Les champions de la Coupe Stanley qui ont de l'expérience sont encore au top. Le meilleur gardien de la NHL en face, tu n'as pas de chance non plus dans ton... Non, si tu affrontes Pittsburgh, si tu affrontes Washington ou New York, c'est pas la même série. Non. Puis là, évidemment, les journaux, ce matin, dans le journal ici, le Journal de Québec, il y a une grande page où il y a tous les titres des médias de Toronto puis des romans. C'est épouvantable. C'est épouvantable. J'imagine qu'en Italie, dans le foot, puis en Espagne, puis en Angleterre, c'est un peu la même chose. Hein? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est les gars, il n'y a pas de quartier, on ne leur fait pas de quartier, puis c'est des losers, puis encore une fois, oui, l'année prochaine et tout. On verra. Là, évidemment, au début, on avait parlé que la direction Shanahan et puis Dubas, le directeur général, risquaient leur job. On en avait parlé. Tout le monde disait, ils devront... faire place à autre chose, une réorganisation, etc. Mais là, ce n'est pas ça qu'on demande parce qu'on dit,
ils ont eu une super saison, Toronto. Ils sont perdus au 7e match à la toute fin contre Tampa. Pourquoi tout chambarder? Ils n'ont quand même pas fait un mauvais job. Moi, je le répète. Ouais. Même chose Les pour dirigeants n'ont Sheldon pas fait un mauvais job. Même chose pour Exact. Sheldon Keefe, l'entraîneur. Je veux dire, tu coaches une équipe comme ça, tu les qualifies devant Tampa Bay en saison régulière, tu les amènes au 7e match, ça joue... Tu sais, changer pour changer, ça va faire quoi? Là? Moi, je pense que le jeune Dubas, c'est un jeune directeur général qui a fait quand même un bon job. Il est critiqué sur un paquet de trucs, mais à Toronto, quoi que tu fasses, t'es critiqué. Ouais. C'est un marché compliqué. C'est un jeune... Shanahan aussi. Voilà, après ça, ouais, il manque des défenseurs, ils n'ont pas de closer dans le but, mais quelle équipe n'a pas de soucis quelque part, n'a pas une petite faiblesse quelque part? C'est-à-dire, à un moment donné aussi, il faut que tu joues un petit peu de chance, mais on leur reproche d'avoir mis trop d'argent, plus de 40 millions sur 4 joueurs, mais ils ont été les meilleurs. Marner, Matthews, Tavares, un petit peu en demi-teinte au début de la série, mais Morgan Riley, ben, ils ont été là. On ne peut pas leur reprocher. L'année passée, on avait reproché beaucoup de choses à Marner qui a été bon. Qui n'avait pas marqué assez de buts contre Montréal, mais cette année, il était bon. Il a été bon. Les meilleurs de Toronto étaient les meilleurs. Nylander. Campbell, dans le but, quand Campbell a fait un bon job. Là. Ouais. Honnêtement, arrêtez l'époque, le gars, c'est pas, techniquement, il n'est pas parfait. Il y avait un analyste de gardien ici qui en parlait. Il n'est pas parfait, mais c'est un gars qui est agressif, qui challenge les tirs Campbell, et c'est ça qui fait son succès. Mais, résultat des courses, c'est fini à Toronto. Encore une fois, c'est fini à Toronto. On va aller dans le chat rapidement. Justement, il y a des réactions par rapport à Toronto. Georges-Henri nous dit « Si Giannoni ne sait pas perdre une finale, Toronto ne sait pas gagner une série. » C'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est des classiques. Au bout d'un moment, il n'y a pas de hasard. Hein. Tu peux pas... Quand tu gagnes beaucoup de titres ou que tu n'arrives jamais à te classer, je veux dire, il y a quelque chose qui fait... Voilà, si vous êtes directeur général de Toronto, vous êtes Carl Dubas maintenant, puis vous êtes... tu fais quoi? Mais c'est pas si facile que ça, parce que c'est des dominos, on s'entend. Là. Ouais. Tu vas chercher un gros défenseur, mais un gros défenseur, il faut que tu le payes. Tu vas chercher quoi? Qu'est-ce que tu fais comme changement à cette équipe? Pas facile, hein? Qu'est-ce qui fait, quel joueur, quel changement tu pourrais faire qui va te permettre, qui va te garantir de passer un tour de playoff? Ben, c'était la question de Jonathan, d'ailleurs, qui nous a envoyé avant l'émission. Il nous a dit qu'il faut-il changer pour passer le premier tour des playoffs? Dans quelle mesure un échange de Marner pourrait-il être utile? Avoir la saison et les playoffs de Marner, intouchable. Avoir la saison et les playoffs de Matthews, intouchable. Avoir les playoffs de Nylander, c'est un joueur qui j'aime beaucoup, aussi très dynamique et tout. Pour moi, c'est un intouchable. Tavares, pour moi, ça serait peut-être le joueur que j'échangerais, mais il gagne 11 millions. Personne ne va vouloir lui toucher. Riley, tu ne peux pas l'échanger, c'est ton quart arrière. C'est difficile de savoir exactement quoi changer. Il faut que des jeunes commencent à monter et à prendre. Il faut qu'on puisse miser sur des jeunes qui n'ont pas des gros salaires. Mais Bunting a été très fort cette saison. Il fait partie maintenant de ton noyau. C'est ce genre de joueur-là qu'il faut que tu greffes et que ça réussisse. Mais ça se joue à si peu pour cette équipe-là. Dans les rangs mineurs, Toronto n'a pas grand-chose, hein, parce qu'on a donné tellement. Les équipes qui sont au sommet maintenant, en général, là, ils ont dû se vider un peu au niveau des banques d'espoir. Toronto n'a quasiment pas de choix au pêchage depuis 3-4 ans parce qu'on a donné pour former cette équipe-là, parce qu'on est dans la fenêtre où on peut aller jusqu'au bout du côté de Toronto. Mais ils auront cette fenêtre encore plusieurs années parce que leur noyau est jeune, moins de 25 ans. Donc, est-ce que ça peut devenir les Penguins de Pittsburgh d'il y a 10 ans? Est-ce que Matthews peut devenir un Crosby? On se pose la même question sur McDavid. Crosby, il a ce petit truc qui fait qu'il a gagné partout où il est passé. Des gars comme Bergeron, des gars qui emmènent leur équipe dans leur sillage, pas juste des superstars qui marquent durant la saison. Mais moi, je reviens aussi sur la saison régulière. Quand on arrive à ce temps-ci de l'année, on dit que c'est un échec, mais n'oubliez pas que la saison régulière, c'est 82 matchs, 41 matchs à la maison, où tu vends des billets, tu donnes du show. Durant la saison, le spectacle présenté à Toronto, il est incroyable. Matthews, Marner, les gars, ils donnent un show, mais c'est incroyable. Les gens, ils s'amusent sur les 41 matchs à la maison. Alors maintenant, oui, en playoff, c'est décevant, mais je veux dire, c'est pas que les playoffs. Mais de temps en temps, il faudrait quand même qu'ils fassent un tour. Mais les 41 matchs, le spectacle à Toronto, là, c'est fabuleux. Ouais. Fabuleux. Le hockey présenté, c'est énorme.
Georges-Henri en rajoute et compare les Maple Leafs aux Thrashers d'Atlanta. Il dit, lui, eux non plus n'ont pas passé une série depuis 2004, les défunts Thrashers. Enrique nous rappelle que les Islanders ont attendu 23 ans pour gagner une série de playoffs et les Panthers viennent de remporter leur première série en 26 ans. La dernière, c'était en 1996. Espérons que ce ne soit pas aussi long pour Toronto. On va quand même parler du Lightning. 17 victoires, aucune défaite en playoff le lendemain, le match suivant une défaite pour le Lightning. Donc, pas deux défaites de suite depuis un bon moment pour le Lightning. Évidemment, encore une fois, l'expérience d'une équipe avec énormément de talent, énormément de profondeur. Et il y a Laurent qui nous rappelle dans le chat que pour Tampa Bay, on fait toujours juste pour renforcer l'équipe. Encore une fois, cette saison, on va chercher qui à la date limite des transactions? Nick Paul, il a 2 buts dans le match numéro 7. C'est incroyable à quel point tout tourne pour le Lightning de Tampa Bay. C'est rare qu'on pointe du doigt le Lightning en disant « Ah, ça, c'était pas un bon échange, ça, ils l'ont perdu. » Les joueurs qu'on va chercher vont toujours bien avec le Lightning. Par contre, si j'ai une inquiétude pour le deuxième tour avec le Lightning, c'est Brayden Point. Il s'est blessé, il a tenté un retour. Mais... je l'ai vu, non, mais je regardais le match. Écoute, il a reçu, il est blessé à jambe droite, hein, quelque chose comme ça. Il a titubé un peu pour sortir de la glace. Puis en deuxième période, il est revenu. Les commentateurs ont dit Brayden Point est là, c'est rassurant. Il a fait un shift et puis il a fait 2 sauts de cabri. À chaque fois, 2 fois, il a mis du poids sur sa jambe droite. Puis il a sursauté. Il est arrivé au banc, il était presque en pleurs. Il l'a montré en gros plan. Là. Il a de dire tous les gars sont venus donner une tape dans le dos en disant Puis il est resté sur le banc tout le match, au milieu du banc, pas gêné personne. Et puis il a suivi le match depuis le banc avec ses joueurs. Mais on soupçonne une blessure. Je pense qu'il sera absent là, pour les. On ne sait pas quand, on n'a pas trop eu de nouvelles, mais je pense qu'il sera absent là, pour la prochaine série, en tout cas. Ce serait une lourde perte s'il est absent. Rapidement, Stéphane, Floride ou Tampa Bay dans ce derby floridien? J'ai 2 équipes que j'aime bien, mais pour le côté rafraîchissant, disons Floride. J'aimerais bien que Floride passe, ça serait sympa. Je vais y aller aussi avec Floride. Donc, nos choix là, pour la deuxième ronde, pour ce que ça vaut, évidemment. Floride, Caroline, Colorado et Calgary sont nos choix pour passer en demi-finale. On va parler maintenant, on va sortir un peu des playoffs parce qu'il y a quand même eu un peu d'actualité. J'ai envie qu'on en discute rapidement. La loterie du repêchage qui a donné le premier choix aux Canadiens de Montréal. Stéphane, tu es au Québec. C'est sûr et certain que ça en parle partout dans tous les médias. Shane Wright, est-ce qu'il sera le choix ou non? Et là, j'ai l'impression que plus ça avance, plus il y a des experts qui l'ont vu jouer, qui émettent des doutes. Est-ce que c'est la pire année pour avoir ce premier choix-là? J'ai l'impression là, que c'est un piège. C'est pas clair. C'est pas Austin Matthews. C'est pas un premier choix incontournable. C'est pas on a parlé de la loterie Matthews, de la loterie Patrick Kane, de la loterie McDavid, parce que tout le monde savait c'était qui le premier. Même de la loterie Lafrenière, quasiment, dans une moindre mesure. Mais là, c'est pas la loterie Shane Wright parce qu'il est loin de faire l'unanimité. Évidemment, là, à tous les jours, Steve, Jonathan, à tous les jours, il y a un article sur Shane Wright dans le journal. Tous les jours. C'est incroyable. C'est juste... Là, on va en parler, je pense que jusqu'au début juillet, là, ça va être... Si quelqu'un au Québec ne connaît pas Shane Wright, je ne sais pas sur quelle planète il vit. Ça fait une semaine ou deux là, depuis le truc, là, c'était quand la semaine passée, c'était... Je ne sais plus quelle date c'est tombé le tirage. Mardi dernier. Ça fait presque une semaine. Puis là, évidemment, si tu lis à gauche, à droite, tu as toujours des gars qui disent oui, mais si, puis ça. Puis là, il vient d'être éliminé avec son équipe en Ontario des playoffs, la Kingston. Là, il y a plein de séquences sur lui, plein de stats avancés, plein de ci, plein de ça. Là, son équipe a pris 25 buts, là, je pense, dans la série qu'ils ont perdu. Il était sur la glace pour 23. On commence à remettre en doute son implication défensive, son ci, son ça. Pauvre gars. Puis tu as vu la déclaration qu'il a fait? Oui, ça, c'était pas... Moi, j'ai pas aimé cette déclaration de « Je suis le meilleur, je mérite d'être le premier choix ». Moi, je trouve que c'est se mettre beaucoup de pression. C'est l'enfer. Je sais pas, son agent a dû l'appeler, il a dit « Mais qu'est-ce que t'as bu ou quoi? Pourquoi tu... » Non, mais... Après, il peut se permettre ça ne changera rien, il va sortir dans les premiers s'il ne sort pas premier, mais il a d'y aller d'une déclaration « Je suis le meilleur » et tout, ça
Voilà. Bref, je ne sais pas. Puis là, évidemment, ben, là, les gens, ici, on a remis en caisse, pourquoi s'il dit ça, vous voyez la personnalité du gars, c'est une superstar, etc. Il ne fait pas l'unanimité, sincèrement. Et là, du côté de Montréal, ben, malheureusement pour eux, ben, s'ils prennent lui puis ça fait patate, je me souviens d'un certain Doug Wickenheiser, il y a une trentaine d'années ou 40 ans qu'on avait repêché, qui était une superstar qui n'a jamais éclos. S'il fallait que Montréal le prenne ou ne le prenne pas et que se plante, mon pauvre ami, comme tu dis, c'est un cadeau empoisonné. Sincèrement. Ouais. C'est un cadeau empoisonné. C'est pas comme l'année prochaine où tu es sûr que ce sera Connor Bedard. C'est sûr que l'équipe qui a le premier choix va prendre Connor Bedard. C'est un joueur exceptionnel. Tout le monde le voit dans sa soupe. Personne ne lui trouve de défaut ou presque, sauf peut-être sa taille, parce qu'il n'est pas très grand. Mais Shane Wright, c'est pas une année où c'est évident parce que tu as Logan Cooley, qui est un joueur américain, qui est un joueur qui ressemble peut-être un peu plus. Je ne veux pas faire la comparaison parce que je pense pas que c'est le même talent, là, mais c'est un peu un joueur à la Travers Zegras, un joueur qui essaie d'être très habileté avec la rondelle et tout, exceptionnel, très show-off. Spectacle et tout, mais c'est un joueur de centre aussi. Slavkovski aussi, Juraj Slavkovski qu'on avait vu aux Olympiques. Il joue avec des hommes, puis il est bon, hein? Mais moi, le petit hic que j'ai de Slavkovski, je suis convaincu que ça va être un bon franc-tireur, mais le dernier joueur qui avait dominé comme ça, un Européen qui avait dominé à son âge dans le mondial masculin, qu'ensuite on avait dit le gars est prêt pour la NHL, c'est Kaapo Kakko. Et ça fait 3 ans qu'il a des difficultés en NHL et pourtant il avait dominé au mondial senior à son année de draft, à 17 ans seulement. Jouait, puis c'était un homme, c'est des gars qui ont comme Lafrenière, à 17 ans, il avait une barbe d'un gars de 23 ans. C'est des gars qui arrivent à maturité physique très, très tôt. Donc, quand ils jouent contre des gars de leur âge, ils peuvent passer au hockey d'adulte puis dire « Ah, mais les jeunes, puis t'as vu, mais il a la maturité physique d'un gars de 4-5 ans de plus. » Donc, ça, c'est trompeur aussi. Kaapo Kakko, c'est exactement ça. Oui. On peut aussi peut-être mettre, ça me surprendrait qu'il sorte premier, mais Matthew Savoie, qui est un joueur de centre aussi très dynamique, petite stature, mais hyper rapide, très créatif avec la rondelle, qui joue, je pense, dans la WHL, si je ne me trompe pas, avec le Ice de Winnipeg. Il a son coéquipier Geeky aussi. Il y a son coéquipier Geeky aussi qui est classé dans le top 5. Des joueurs de talent, il y en a, mais qui est le meilleur? J'ai l'impression que c'est impossible à dire et le Canadien, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce premier choix overall. Jordan Show parce que le repêchage est à Montréal. En plus. Donc là, tu draftes à Montréal, le premier au total. Ça, c'est de la pression pour Kent Hughes pour son premier repêchage. Hein. Oh que oui, donc évidemment. Puis Lapointe, là, qui est à nouveau directeur du recrutement. Là, donc, pas de planter. Là. Faut pas te planter, mon ami. Non, il n'a pas le choix. Pour terminer, Stéphane, on va parler entraîneur. Il y a Laurent qui nous a donné quelques infos dans le chat hyper intéressantes. Il a dit, premièrement, en parlant de Brayden Point, que Cooper, l'entraîneur de Tampa Bay, avait dit en point de presse qu'il était incertain, qu'il était day-to-day, blessure, donc au jour le jour. Mais j'ai l'impression qu'en playoff, tu caches tout ce que tu peux cacher. Je ne sais pas à quel point à le voir, parce que j'ai vu moi aussi les images quand il est tenté son retour sur la patinoire. Dis, attends, là, si il rejoue dans 2-3 jours, je ne sais pas. Les guérisons on a déjà vu des guérisons miraculeuses en playoff, faire une petite piqûre, etc. Mais je veux dire, à un moment donné, à l'impossible, nul n'est tenu. Je veux dire, en même temps, s'il est pour patiner sur une jambe, là. C'est un pied cassé ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il a, si c'est le genou, la cheville, j'ai pas eu de détails, mais. On le saura après les playoffs, de toute façon. Évidemment, mais évidemment, les gars ils peuvent serrer les dents, mais suivant la blessure, à un moment donné, tu peux pas, quoi. Ouais, il nous dit également que selon TVA Sport, Vegas vient de limoger son entraîneur Peter DeBoer. Pas surpris. Et ça, il faut rappeler quand même qu'ils avaient un certain Gérard Galland qui coach maintenant les Rangers de New York, qui est l'un des bons entraîneurs réputés dans cette ligue. On a décidé d'y aller avec Peter DeBoer. On ne fait pas les playoffs pour la première fois de l'histoire des Golden Knights. Donc, plus d'entraîneurs à Vegas. Et également, plus d'entraîneurs à New York, les Islanders qui ont congédié Barry Trotz. Mais Laurent nous dit que, selon également, encore une fois, TVA Sport, Lane Lambert vient d'être nommé entraîneur des Islanders de New York. C'était l'adjoint, l'entraîneur associé à Barry Trotz avec les Islanders de New York. C'est Lane Lambert qui a joué au début des années 90, ça? Avec les Nordiques de Québec et tout. C'est le même Lane Lambert? Je vais te le dire tout de suite. Je vais aller voir son...
Parce qu'il y a un Lane Lambert qui a joué comme Oui, il a joué à Ajoie et à La Chaux-de-Fonds et à Langnau ici en Suisse. Avec Normand Dupont à Ajoie au début des années 90, la première année que je suis arrivé en Suisse. Exactement, le Lane Lambert que tu parles. Ben oui, avec Normand Dupont, etc. Le Lane Lambert qui a joué avec les Nordiques de Québec, sauf erreur aussi. Oui, exact. Lui, bon joueur de hockey. Lui, il coach avec Barry Trotz comme entraîneur assistant depuis plusieurs années avec les Prédateurs de Nashville. Trotz l'a amené avec les Capitals de Washington également, où il a gagné la Coupe Stanley. Et il l'a suivi avec les Islanders de New York. Ce serait lui maintenant le nouvel entraîneur-chef. Finalement, il lui a pris son job. Oui, exact. C'est lui maintenant le nouvel entraîneur-chef, semble-t-il, des Islanders de New York. Mais Stéphane, je veux qu'on parle quand même de Barry Trotz. C'est un entraîneur réputé. Ouais. Il a gagné Jack Adams à sa première saison, si je ne me trompe pas, avec les Islanders, ou du moins il a gagné une Coupe Stanley avec les Capitals de Washington. 2 défaites en finale d'association avec les Islanders dans les 2 dernières saisons contre le Lightning de Tampa Bay. Et là, une saison où il ne fait pas les playoffs, il est viré. Moi, ma question que je veux te poser, Steph, est-ce qu'on est à la fin de l'ère des entraîneurs à système défensif? Parce qu'il est réputé pour avoir un système défensif. Donc, on parlait de spectacle avec les Maple Leafs. C'est complètement le contraire avec les Islanders. Ben, avec les Islanders, il a joué le système finlandais version NHL. On n'a pas 5 en patinage arrière, etc. Mais il a joué le système où, dans le très hermétique zone de défense, où tu as 5 gars devant le but massé, tu laisses les espaces. Ta patinoire est déjà petite, tu laisses encore des espaces le long de la bande, pour montrer à quel point. Il a joué vraiment le système très, très hermétique, très défensif, où les gars, s'il y a 5 gardiens sur la glace à un moment donné, le style de jeu pratiqué par les Islanders était chiant à mourir. D'ailleurs, Dubé, le commentateur des Canadiens de Montréal pour la radio avec Martin McGuire, rappelle-moi son prénom à Dubé. Danny Dubé. Danny Dubé. Excellente analyse du hockey, un des meilleurs que je connaisse. Il avait dit que la NHL cherchait à combattre ces systèmes de jeu hyper défensifs à la mode un peu européenne. Il parlait du système finlandais. Et il avait mis en avant le système pratiqué par Barry Trotz qui, à court terme, gagne des matchs. C'est le cas des systèmes finlandais aussi, parce que tu peux faire des résultats, mais à terme, fait chier tellement les joueurs que les joueurs se retournent contre toi. Parce qu'au bout d'un moment, là, les joueurs, ils en ont ras le cul de jouer ce système. Tu perds par 2 buts, puis tu es encore en train de te replier en défensive, Oui, Trotz a eu du succès à court terme, mais les joueurs ne pouvaient plus. Ce que je vous dis, ce que j'ai entendu, c'est que les joueurs ne pouvaient plus jouer pour lui cette année. Et je pense que la direction a entendu ce message-là, de dire, attends, on ne veut pas jouer ce style-là, là, c'est à long terme, c'est pas, oui, on a gagné des matchs, tant mieux, mais là, on n'en peut plus. Et j'ai entendu aussi, c'est drôle parce que j'ai parlé avec, je ne le nommerai pas, mais quelqu'un qui est un membre de l'organisation des Islanders de New York, dans un match des Remparts de Québec au Centre Vidéotron. Je suis tombé face à face avec lui, une vieille connaissance. Il travaille pour l'organisation des Islanders de New York. Et puis, il m'a dit, écoute, Barry Trotz, c'est un gars qui n'est pas réputé pour travailler avec les jeunes. Il n'aime pas trop faire jouer les jeunes, système défensif, des vétérans, tout ça. Puis je pense qu'à l'interne, on veut pousser certains jeunes là, qui sont encore dans les ligues mineures. Souvent, on a l'impression, avec les Islanders, Beauvillier, le Québécois, ce n'était pas le cas, il est monté rapidement, mais il y a beaucoup de bons espoirs qui sont stockés à Rockport, là, dans l'équipe de AHL. Et puis là, lui, il ne veut pas trop les prendre. Puis là, je pense que on s'est dit, bon, là, il faut passer à Islanders 2.0 avec la nouvelle patinoire, le spectacle, etc. Il faut passer à autre chose, donner plus de place aux jeunes. Donc, c'est un élément à charge contre Barry Trotz. Les joueurs n'aimaient plus trop jouer pour lui, puis il ne fait pas place aux jeunes. Puis on a des bons espoirs. On a une bonne banque d'espoirs du côté des Islanders. Les noms m'échappent, là, mais donc, ce licenciement-là était pressenti par les gens du milieu. On va dire comme ça. Donc, ça répond à la question d'Enrique qui disait une surprise ou pas, ce limogeage de Barry Trotz. Pour lui, c'était à moitié. Il parle également de Matthew Barzal parmi les joueurs qui se sont sûrement plaints. Je n'ai pas l'information, mais Matthew Barzal, ça devrait être une vedette offensive incroyable pour la Ligue nationale de hockey. Ouais. Et sa carrière est un peu, sans dire sur le déclin, mais on le voit de moins en moins dû à ce système qui tue un peu le talent brut offensif. Donc voilà, ce serait intéressant de voir maintenant si Lane Lambert va faire différent, lui, à la barre des Islanders. C'est un bon coach pour Ajoie, ça, éventuellement. Peut-être après...
À voir combien de temps il va rester à New York. On n'a toujours pas d'entraîneur à jouer, non? Non, c'est vrai. Est-ce que j'ai loupé l'information? Écoutez, j'ai... ça te brûle les lèvres, Steph, là, vas-y. Au centre Vidéotron hier soir, en match de junior, je suis tombé sur 2 espions suisses qui étaient au match, qui sont au Québec pour voir des joueurs suisses. On parle de fils de Cole Cormier, le fils de Cormier qui jouait à Sierre. Tu n'as pas connu, c'est avant que tu arrives en Suisse. Qui est un Canonica, qui sont venus voir les joueurs à licence suisse. Les Suisses ou les joueurs à licence suisse pour voir un peu. Donc, il y avait des espions de la Suisse hier. Puis on a justement, pourquoi je pense à ça, c'est parce que ces gens-là sont un petit peu au fait de ce qui se passe à Ajoie. On a parlé de plusieurs candidats là, qui avaient été pas des palpables du côté d'Ajoie, mais toujours pas d'annonce de signature. Certains sont intéressés, d'autres pas du tout. Donc, une histoire à suivre du côté d'Ajoie. Donc, on a discuté, oui, du hockey junior hier soir. Mais on a discuté aussi pas mal de ce qui se trame dans les coulisses du hockey suisse. C'était intéressant, une discussion intéressante à suivre d'ailleurs. On va aller manger la semaine prochaine ensemble. Ça va être intéressant. Tu nous parles de hockey suisse. On va en profiter. Laurent a posé une question parce qu'il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Nicolas Fleury qui se retire de l'arbitrage. Ça, c'est... Moi, je n'y ai pas parlé encore. Je viens de voir la nouvelle. Je te laisse finir. Non, ben c'est ça. Il voulait ton avis, ton regard sur cette nouvelle. Je suis triste parce que j'ai appris la nouvelle juste une demi-heure avant qu'on commence l'émission. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'avais parlé. Nicolas Fleury, c'est un ami personnel. Je veux le dire. C'est un ami personnel depuis longtemps. C'est un gars, on a une grosse différence d'âge. Je suis beaucoup plus vieux que lui, mais lui, c'est un jeune juge de ligne quand moi j'étais en pleine carrière comme aide. Et c'est un petit gars. C'est pas un petit gars, c'est un homme, mais c'est un gars intelligent, posé, super athlète. Bon communicateur. Ce gars-là, il a fait les championnats du monde, les JO, la Coupe Spengler, il a fait 14 finales de Liga, 7-8 Coupe Spengler, 7-8 championnats du monde, il a fait la finale des U20. Ça a été un ambassadeur incroyable dans l'arbitrage. Il a fait sa carrière internationale comme juge de ligne. Ça a été un ambassadeur incroyable pour notre hockey. Il était adoré à tous les niveaux. C'est un gars by the book. C'est un super, super gars. Intelligent, qui aurait encore pas mal d'années à donner. Et il est passé comme aide. Et lorsqu'il est passé comme aide, c'était Brent Traber qui était là. Et Brent Traber lui avait dit, tu vas commencer en première ligue. Nico a dit, écoute, tu peux me donner une chance de commencer un peu plus haut. Finalement, Brent Traber l'a tout de suite mis en Ligue B, en Swiss League, puis il est monté rapidement en National League. Et moi, je pense qu'il faisait du très, très, très bon travail. Et là, cette année, moi, je l'ai vu arbitrer, je le connais, puis je regarde ses matchs parce que c'est un copain, puis il m'en parle, puis il me téléphone après, évidemment. Pas de secret là-dessus. Et tu m'en demandes souvent mon opinion, et je trouvais qu'il était devenu un aide intéressant, un bon communicateur, facile. Puis là, l'expérience, il connaît, il a tout vécu. Et puis cette année, on lui a dit, l'année passée, il a fait les playoffs comme aide, et cette année, on lui a dit, on ne te retient pas pour les playoffs de National League parce que tu n'as pas assez d'expérience comme aide. C'est ce qu'on lui a dit. Alors lui, il a dit, si moi j'ai pas assez d'expérience avec mes 14 finales comme juge de ligne, si tu vas me dire que ce n'est pas le même métier, mais quand même, il a le vécu. Il a dit, bon, là, il s'est posé un petit peu des questions. Je n'ai pas parlé à Nico, je vais l'appeler tout à l'heure. Je suis franc avec vous. Puis là, la direction des arbitres a envoyé un mail à tous les arbitres la semaine dernière pour les nominations, le contingent d'arbitres de National League, qui est passé à 16 maintenant, ou 16 ou 18 aides, je ne sais plus. Donc, on a 14 équipes. Donc, ça veut dire que quand il y a 7 matchs, ça prend 14 arbitres. Il y a toujours des malades, des absents, etc. Ils ne sont pas tous professionnels. Donc, on a augmenté le contingent de National League au niveau des aides. Et puis, on a annoncé aussi le contingent de Swiss League. Les bases, évidemment, des gars de National League peuvent aller en Swiss League et vice-versa. Mais on a annoncé la base et Nicolas Fleury n'était pas dans la liste des arbitres de National League, était plus ou moins relégué, selon la liste que j'ai vue, était relégué au sport amateur, donc plus ou moins junior élite, si j'ai bien lu le mail, si j'ai bien compris le mail. Et là, je me suis étonné de voir ça. Et puis, je pense que Nico, quand il a vu ça, on l'a plus ou moins relégué, finalement, en plus bas niveau. Ben, quand il a vu ça, je pense qu'il a dit, bon, c'est bon, moi j'ai assez. Nicolas Fleury travaille dans la police, c'est un gars qui est avocat de métier, c'est un gars très intelligent, qui, lui, n'a jamais voulu passer professionnel.
Parce qu'il s'est dit, moi, j'ai un bon job dans la vie. Voilà, c'est une passion pour moi, l'arbitrage. Il a fait un paquet de sacrifices. Et ça, je pense qu'il a dit, bon, OK, moi, je ne veux pas recommencer, je redescends, j'arrête, j'ai plus besoin de ça dans la vie. Je suis très déçu pour lui parce que je pense qu'il avait encore des bonnes années à donner. Mais là, il y a un phénomène qu'il faut que les gens sachent aussi, c'est qu'on demande de plus en plus de travail aux arbitres. Les arbitres professionnels, il n'y a pas de problème, c'est leur métier. Ils peuvent passer encore 2 heures le lendemain à faire de la vidéo, puis écrire des mails, puis couper des clips, puis mettre ça, puis en parler, etc., puis faire des meetings par Zoom. Je le faisais. C'est normal, tu es pro. Tu vas faire tes heures. Mais les arbitres amateurs, quand ils vont faire un match le soir, ils partent souvent, ils prennent l'après-midi de congé à leur travail, ils font leur trajet, ils font leur match, ils rentrent tard, ils vont au boulot tôt le lendemain matin. Ils n'ont pas encore le temps de faire un meeting de 2 heures, un débriefing, puis de couper des clips pour que à un moment donné, les gars, tu ne peux pas leur demander non plus des heures à l'infini. Et puis, ce qu'on demande aux arbitres maintenant, c'est qu'on demande de plus en plus de travail en dehors des heures de match et de trajet. Et il y a beaucoup d'amateurs qui me le disent, moi, qui ont abandonné ces dernières années. Je pense à Tobias Verli, qui est banquier, qui avait fait le championnat du monde et tout ça, où les gars disent non, stop. À un moment donné, ils disent à la direction des arbitres, écoutez, si vous continuez de m'en demander autant, moi, je ne peux plus, là. Parce que je ne gagne pas ma vie avec le hockey. C'est un à côté intéressant financièrement, mais ce n'est pas l'essentiel. Et je ne peux pas dire à mon patron le lendemain du match, je ne suis pas là l'après-midi non plus parce que j'ai un meeting de 2 heures. Donc, là, on arrive à la mi-chemin entre le professionnalisme total et les amateurs qui. Et je pense que Nico était là-dedans. Je pense que Nico avait mis ses limites en disant moi, il y a des trucs que je n'accepte plus de faire en dehors parce qu'il est haut placé à la police, à Vevey, etc. Il est au Montreux, là, je ne sais pas, il est vraiment un job à responsabilité qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'aurai les détails, je pourrai en reparler dans un prochain match, mais je suis déçu. Quand j'ai vu ça, ça m'a donné un coup, honnêtement. Je me suis dit, waouh, je vais appeler Nico cet après-midi. Je pense qu'il s'il a pris cette décision-là, c'est que pour lui, c'était devenu une évidence, mais grande, grande carrière de Nicolas Fleury qui les gars ne le connaissent pas tant que ça, mais comme juge de ligne, c'était un gars, un digne représentant du drapeau helvétique au niveau international. Ce sera peut-être éventuellement à la Ligue aussi d'engager ses propres arbitres, un peu comme la NHL, de ne pas passer par la Swiss Ice Hockey, justement d'avoir les arbitres amateurs et les professionnels. Mais ça, il faut investir pour ça. Il faut investir, mais en même temps... On veut le beurre et l'argent du beurre. Mais en même temps, on pourrait investir là-dedans. C'est mieux arbitrer en même temps. C'est tes arbitres. Je sais pas. On en reparlera éventuellement dans un overtime National League si on en a la chance. Les zones entre la fédération et la National League, qui s'occupe de quoi? Est-ce que c'est la fédération qui doit gérer les arbitres et la formation des arbitres ou c'est la National League? Ou ce qu'on fait comme à NHL, ils se forment dans les ligues juniors, puis au moment qu'ils sont assez bons, on va les chercher puis on les passe pro, puis ils n'ont plus rien à faire avec la fédération. Ça fait partie des zones communes d'ombre entre la fédération et la National League qui doivent s'être négociées. Une question intéressante. Steph, je te garde encore peut-être 1 minute. Je vois les maillots derrière toi. On a parlé évidemment des playoffs de ton fils qui commençaient la dernière fois. Comment ça va la deuxième ronde là, qui vient de commencer, si je ne me trompe pas? Bien, bon, ils ont gagné assez facilement contre Chicoutimi en première ronde. C'était attendu en 3 matchs. Il y a quand même une grosse différence entre les deux équipes. C'est 2 équipes qui ne sont pas au même niveau de maturité. Évidemment, en junior, on parle de maturité. Et en deuxième ronde, on apprend Rimouski, une équipe Rimouski, l'Océanique de Rimouski, c'est l'équipe de Crosby, de Le Cavalier, de Yann Cadieux qui a gagné la Coupe Mémoriale là-bas et qui ont surpris Saint John, l'équipe de Saint John New Brunswick, qui sera l'équipe haute de la Coupe Mémoriale, qui était une excellente équipe. Donc, Rimouski a battu, à surprise générale, a battu un 5e match en prolongation Saint John. Donc, cette équipe-là est en congé pendant 6 semaines avant la Coupe Mémoriale, parce que la Coupe Mémoriale, c'est à Saint John. C'est l'équipe hôtesse. Et là, ils vont s'entraîner pendant 6 semaines en attendant la Coupe Mémoriale. C'est une grosse claque pour eux. Et cette équipe de Rimouski est entraînée par un gars contre qui j'ai joué quand j'étais plus jeune, Serge Beausoleil, qui est un fin renard, qui réussit souvent à créer des surprises. Et lui, c'était le premier match de la série, quart de finale contre les Remparts. Les Remparts ont gagné 4-0. Et ce n'était pas un match très intéressant à regarder parce que le coach de Rimouski, les Rimouski se sont cantonnés en défense. Mais quand tu dis cantonnés en défense, ça, c'était même pas drôle parce qu'évidemment, sur le papier, les Remparts sont plus forts. Donc, Rimouski a Xavier Cormier, leur meilleur attaquant de 20 ans, qui a signé un contrat avec les Panthers de la Floride, qui est un petit gars du coin ici que je connais très bien. Je joue au golf avec son père. Il est blessé.
Donc, Rimouski n'a pas les armes sur le papier pour rivaliser. Donc, on se cantonne en défense. On a un gardien étranger très, très bon. Donc, ça n'a pas donné du grand spectacle, mais des remparts ont assuré l'essentiel. Victoire de 4-0, 2 buts au troisième tiers. Ça a été long à se dessiner. Très peu de tirs au but. Un match atypique dans le junior, je dirais. Donc, 1-0 dans la série. Deuxième match ce soir. On verra. Ça va être une série pas facile. J'espère qu'on aura un plus beau spectacle ce soir, mais les remparts ont assuré l'essentiel hier soir en gagnant à la maison. 4-0. Donc, acte 2 ce soir. Intéressant, on suit ça. Mais j'ai suivi, petite parenthèse, j'ai suivi aussi, je suis au Canada, j'ai plus de temps, mais les matchs sont en soirée. Puis je m'installe ici chez mon père, puis j'ai regardé d'autres matchs de junior. J'ai suivi d'autres séries aussi. C'est pour ça que je te dis que j'ai regardé un paquet de matchs. C'était très intéressant. C'est vraiment, il y a eu du bon hockey. Hier soir, il y a eu un match entre Charlottetown et Acadie Bathurst, deux équipes qui sont aussi dans les Maritimes. Charlottetown qui est peut-être une des très bonnes équipes avec les remparts dans cette ligue. Là. Il y en a quelques-unes. Et j'ai regardé 2 périodes de ce match-là. C'était du niveau, mais incroyable. Ça patinait, c'était du spectacle. Même à la télé, ça avait l'air rapide, on les compte. Donc, il y a du bon niveau de hockey, ça joue. C'est des séries âprement disputées. Mais on en a encore pour un petit bout. Là. Ça peut durer jusqu'au 15 juin, les playoffs, mon cher Jonathan. Et puis, on a vu du beau temps ici la semaine passée. On est allé voir des matchs de hockey alors qu'il faisait 32 degrés dehors à l'extérieur, des records de température. Donc, au Québec, 32 au mois de mai. Là. Par contre, il faisait 32 jeudi, il faisait 33 vendredi. On crevait de chaud au golf. Hier soir, quand je suis rentré au centre Vidéotron, on faisait 8 degrés avec du vent. Ah, la beauté du Québec, hein? Ça, les Québec, deux extrêmes. Le gars qui était dans le parking, qui plaçait les voitures, que les gens arrivaient, etc., il m'a dit, putain, la température du Québec, on crevait de chaud vendredi dans le parking, on avait un parasol sur la tête, puis là, ce soir, on allait avec le vent, etc. Ça, c'est le Québec. Mais c'est intéressant à suivre. Il y a de l'engouement. À Québec, il y a une ambiance de play-off qui est assez intéressante. Franchement, là, l'ambiance est pour du junior, je me dis, c'est incroyable, hein, le marketing qu'il y a autour de ça et tout ça. C'est une belle aventure. On espère que ça dure, mais c'est du hockey. Ça joue sur la glace. La première ronde était en 5 matchs. C'était au meilleur des 5. La deuxième, est-ce que c'est aussi meilleur des 5? Et ensuite, on va... trois premières, la demi-finale aussi, meilleur des 5. Et la finale est au meilleur des 7. Habituellement, c'est toujours au meilleur des 7. Mais comme on a allongé la saison et qu'on doit finir pour le 15 juin, donc on a des séries, les 3 premières séries au meilleur des 5, la finale au meilleur des 7. Et on va suivre ça avec attention. Là, hier soir, il n'y a pas eu de surprise. Les meilleures équipes sur le papier ont gagné leur premier match. Mais là, la ronde suivante, les demi-finales, là, ça va être difficile de voir. C'est comme un NHL. Là. Plus tu montes, plus tu arrives à des équipes, plus c'est intéressant. On va voir ça. Ça fait du hockey en plus, assez simple. Oui, et pour les fans de hockey, il y en a beaucoup évidemment qui nous suivent. Là. Si vous avez la chance de regarder le hockey junior canadien, la LHJMQ, la Ontario Hockey League ou la Western Hockey League et la WHL, c'est du très bon hockey. Allez voir, le hockey de playoff est toujours intéressant. Vous pouvez trouver les liens sur Internet, c'est CHL TV. Vous tapez CHL TV et puis vous allez tomber sur un truc. Vous pouvez acheter les matchs, en fait. Vous pouvez aller sur le site. Et acheter les matchs, je pense que ça coûte 5 ou 6 $. 5 francs suisses, vous pouvez acheter le match que vous voulez. Même vous avez des passes pour regarder tous les matchs de la soirée, que vous pouvez aller d'un match à l'autre. C'est intéressant, ouais. C'est différent, c'est complètement différent. Et puis, petite parenthèse, Théo, mon fils, il joue avec les remparts. Puis en face, on a Louis Robin qui était scouté aussi hier soir. Les espions de la Suisse étaient là pour le voir jouer. Louis Robin, qui est un petit gars qui a joué à Lausanne jusqu'en mini, ensuite qui est parti à Zouk. C'est un petit gars d'Yverdon. Il joue du bon hockey, un petit gars de 18 ans, pas un gros gabarit, beaucoup d'énergie. Au début de saison, c'était difficile, a été blessé, mais là, il joue sur le premier powerplay à Rimouski. Bon joueur de hockey dynamique, intéressant. Vous allez entendre parler de lui aussi, Louis Robin. Merci beaucoup, Stéphane, pour toutes ces infos, pour cette heure et demie passée avec nous. Évidemment, on vous rappelle que la deuxième ronde des playoffs de NHL vont commencer demain. On va vous présenter des matchs ce week-end sur MySports également. Il devrait y avoir un match commenté en français. Tout ça sera à suivre de toute façon sur nos réseaux sociaux. Le live qu'on vient de faire sera disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud. En rediffusion également sur Facebook là, pour ceux qui n'ont pas pu être là pendant toute l'émission. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour faire le même exercice, mais cette fois pour les demi-finales de NHL. Steph,
Profite bien du Québec, profite bien de ton fils et de ce moment de hockey incroyable et surtout, bon golf. Merci beaucoup. Le golf l'après-midi, le hockey le soir. C'est parfait, ça. Un monde presque parfait. Difficile de demander mieux. À bientôt, exact. Steph. Merci encore. Merci à tous. Bye-bye.